faire pour le moment. Monsieur le conseiller indépendant, oui. Le groupe écolo et le PS, ok. Alors, je passe à présent aux questions. Expérience qui a vu le jour dans un contexte de Covid-19 où la distanciation sociale était de mise et où ces zones de rencontre étaient à certains endroits bien nécessaires. Alors, j'ai dès lors quelques petites questions à vous poser. La première, bien que l'expérience ne soit pas terminée, quel bilan le collège peut-il déjà en tirer? Le résultat de cette démarche est-il à la hauteur du résultat escompté? Ces zones pourraient-elles faire l'objet de discussions pour revenir l'été prochain? Et la dernière, est-il également envisageable de voir fleurir ces zones de rencontres hors extramuros dans certains villages où il en serait jugé nécessaire? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci Monsieur le conseiller. Madame Léchevin de la mobilité va vous répondre. Madame Dejarre. Oui, merci. Nous avons décidé d'instaurer une zone de rencontre dans tout l'intramuros, comme ça c'est fait dans d'autres villes pendant la période de déconfinement progressif. Et puis pendant tout l'été, on voulait rencontrer plusieurs objectifs, libérer de l'espace pour soutenir le commerce de proximité en respectant les règles de distanciation sociale, permettre à l'Eureka d'élargir leurs terrasses et rendre la ville plus conviviale pendant la période de vacances, sachant que beaucoup de Montoises et de Montois restaient ici cet été. On a plutôt eu des retours positifs, tant les citoyens que de l'Eureka, des services sur le terrain. Le premier bilan est donc positif, on a décidé de prolonger de 2 mois, ce qui permettait aussi d'organiser la rentrée scolaire dans un contexte de partage des voies publiques. Comme vous, on doit constater que malheureusement la vitesse n'est pas toujours respectée. Donc ici, pendant ces 2 mois, on va mettre des dispositifs ralentisseurs, notamment dans les axes pénétrants, rue d'Avray, rue de Nimy. On a d'ailleurs un subside de la région wallonne pour ce type d'aménagement. Et à la fin d'octobre, on va décider avec le collège les suites que nous y donnons. Est-ce que on la pérennise? Est-ce qu'on pérennise un espace? Est-ce qu'on la pérennise chaque été? Enfin, il y a plusieurs possibilités. Je suis très enthousiaste à l'idée de pouvoir le faire dans les villages. Je crois qu'en effet, c'est une très bonne idée. Je pense que ce soit notamment autour des places. On pourrait aussi travailler avec des rues à jouer dans les villages où on peut avoir des rues plus apaisées. Donc vraiment un travail intéressant à mener. Et je retiens en tout cas la bonne suggestion. Merci beaucoup. J'en viens à la question de Monsieur le conseiller François Colette qui porte sur l'habitat léger à Mons. Monsieur le conseiller. Oui, en fait, la question est posée au collège de savoir dans quelle mesure il est favorable à l'instauration de zones qui pourraient accueillir l'habitat léger. On appelle habitat léger, c'est des habitations sous forme de yourtes, de cabanes, de chalets, tiny house, roulottes, etc., dont l'emprise au sol est réduite de poids légers, réversibles, déplaçables. Alors, on sait que depuis 2019, la notion d'habitat léger est rentrée dans le Code wallon du logement et de l'habitat durable, que le 2 juillet 2020, le ministre d'Hermagne a publié l'arrêté du gouvernement wallon fixant les règles de salubrité, mais on sait aussi que, du point de vue urbanistique, cet habitat doit faire l'objet d'une décision des communes, d'y affecter certains secteurs, puisque ce type d'habitat léger doit obtenir un permis d'urbanisme et ne peut l'obtenir évidemment que dans les zones constructibles du territoire. Alors les questions que je pose par rapport à ça, je sais que la ville de Tigny, Louvain-la-Neuve et la commune de Tintigny ont réalisé des zones d'accueil pour cet habitat léger. Quelle est la situation à Mons? Des demandes de permis ont-elles déjà été introduites? Des permis ont-ils été octroyés? Où? Et en règle générale, quelle est la position du collège communal sur les zones du territoire communal qui pourraient être dédicacées, sachant que les zones de loisirs qui devraient y être affectées sont pratiquement nulles à Mons. Il n'y a que l'ancien camping des Tournesols derrière le Vauxhall qui a ses caractéristiques au plan de secteur pour accueillir ce type d'habitat léger. Je vous remercie. Merci Monsieur le conseiller. La parole est à l'échevin de l'urbanisme. Merci Monsieur le bourgmestre, merci Monsieur le conseiller pour votre question. Alors en effet, vous avez raison de le remarquer, la notion d'habitat léger remporte de plus en plus de succès et d'intérêt chez les citoyens qui sont de plus en plus soucieux d'opter pour un mode de vie plus respectueux de l'environnement. Alors depuis des avancées auxquelles vous avez fait référence d'ailleurs, apportées dans le cadre du Code wallon du logement et de l'habitat durable, nos services sont régulièrement sollicités pour l'installation de tels habitats sur le territoire et plusieurs projets d'ailleurs émanant de personnes privées ont été soumis à des discussions et font d'ailleurs l'objet de dialogues avec nos équipes de l'urbanisme. Ils s'inscrivent par exemple d'ailleurs dans le cadre de projets de mise en œuvre de ZAC
mais plus généralement, soit d'aménagement de clos privés, et vraiment là où c'est plus particulier, c'est des projets émanant de personnes privées qui nous ont déjà été soumis. La difficulté, vous la pointez finalement un peu du bout du doigt, qui est rencontrée aujourd'hui pour ce type de demande, c'est finalement la distinction entre l'habitat léger qui est conforme aux prescriptions que vous aviez évoquées, celles du Code du logement, et qui sont du coup alors propices à un mode d'habitation non conventionnel, de finalement l'habitat précaire au vu de la typologie des constructions qui pourrait être aussi envisagée. Donc vous saisissez ici toute la difficulté de la situation en matière de permis d'urbanisme. Et d'ailleurs, à ce titre, à ce jour, sur notre territoire, nous avons quelques projets dont l'un des principaux demeure une programmation de tiny house et de 3 yurts du côté d'Avray, qui fait actuellement l'objet d'un travail de régularisation de permis entre nos services et l'actuel propriétaire. Au niveau de ce guide communal d'urbanisme, il est actuellement prévu que les installations de ce type, qui n'entrent pas dans les actes et travaux explicitement décrits d'ailleurs, doivent être analysées au regard des aménagements des lieux. Il est donc tout à fait possible de prévoir ce type d'habitat sur le territoire montois. Comme je vous l'ai dit, les dossiers pour l'instant sont en réflexion et en cours de discussion. À ce stade, il n'y a pas de dépôt de permis formellement fait pour les autres projets. Croyez bien qu'en tout cas, dès que des dépôts de permis arriveront, je ne manquerai pas de vous le faire savoir. C'est effectivement une typologie extrêmement intéressante qui tend à se développer. Et donc, vous le comprenez, l'approche, elle est évidemment en même temps prudente, puisqu'il ne faut pas permettre d'avoir un habitat trop bancal, un habitat qui, en réalité, se sert de cette typologie pour ensuite faire quelque chose qui ne convienne pas aux différentes conditions du logement, et en même temps, pouvoir aider les différentes personnes qui souhaitent développer cette typologie de pouvoir le faire. Et donc, au-delà de ces précautions, le collège communal est bien entendu tout à fait ouvert à ce type d'habitat. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à présent à Monsieur le conseiller Marc Darville pour une question qui porte sur le télétravail durant le confinement. Monsieur le conseiller. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, la période de confinement que nous avons connue suite à la pandémie de Covid-19 a obligé les services communaux à se réorganiser afin d'assurer au mieux l'ensemble de leur mission de service public. On ne peut que féliciter l'ensemble des services communaux pour leur réactivité face aux nombreuses contraintes imposées par l'actualité. Un des éléments qui a permis aux différents services de continuer à fonctionner efficacement est le télétravail. Pourriez-vous faire le bilan des moyens mis en œuvre pour assurer un déploiement rapide du télétravail au sein des différents services? Merci beaucoup. C'est Monsieur Léchevin en charge de l'informatique, Stéphane Bernard, qui va vous répondre. Merci, Monsieur le bourgmestre. Monsieur le conseiller, merci pour votre question. Alors, au niveau informatique, la ville et le CPS avaient investi en 2013 dans une infrastructure de virtualisation des environnements de travail utilisateurs, permettant à bon nombre d'agents d'accéder à distance à leurs outils informatiques dans des conditions similaires à ce qu'ils avaient au bureau en matière d'accès réseau, fichiers et applicatifs. Pour celles et ceux qui ne l'utilisaient pas encore, la période Covid a permis de mettre en évidence les avantages de cette solution en termes de flexibilité, de sécurité d'accès, apportant une protection contre les virus externes notamment, et mobilité du personnel, accessible de n'importe où, n'importe quand. Nous avons dû pour cela autoriser les accès distants pour les agents concernés, ainsi qu'étendre à la demande leur plage horaire d'accès au réseau informatique de la ville et du CPS. Finalement, nous avons travaillé prioritairement sur la virtualisation d'applications métiers pour les services de gestion financière, des marchés publics et tout dernièrement aux services population état civil. Nous avons atteint un pic de 450 connexions simultanées pendant la période Covid-19. Le niveau de satisfaction des agents de la ville à l'utilisation de ces environnements virtualisés a d'ailleurs été mis en évidence dans le cadre de l'évaluation du télétravail en période Covid-19. En effet, sur 230 répondants, 93% ont déclaré que cette solution leur a permis de travailler dans de bonnes conditions. La période de confinement a également été propice au développement des solutions de visioconférence utilisées largement aujourd'hui via les outils tels que Zoom, Jitsi, Teams, etc. La ville s'est d'ailleurs dotée de licences professionnelles. Au niveau matériel, un pool de PC portables a été réservé et mis à disposition temporairement aux agents ne disposant pas de matériel pour pouvoir télétravailler. La ville s'est également équipée de matériel informatique afin de pouvoir participer plus largement aux réunions en visioconférence.
Cette période aura été un véritable accélérateur dans la mise en place et la pratique du télétravail, mettant en évidence la nécessité de développer à l'avenir les outils permettant de travailler dans les meilleures conditions, et ce, à tout niveau. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole reste à Monsieur le conseiller Marc Darville pour les travaux de réfection de la rue Camille Toussaint à Havre-Guillage. Monsieur le conseiller. Oui, ces riverains ont d'ailleurs fait une pétition que j'ai pu lire dans la presse. Les riverains de la rue Camille Toussaint à Havre-Guillage subissent de nombreuses nuisances suite à l'état dégradé de la voirie et des trottoirs. La réfection de cette voirie fait partie des priorités du collège. Ce chantier est inscrit au plan d'investissement communal 2019-2021. Pourriez-vous nous informer de l'état d'avancement de ce dossier? Merci beaucoup. La parole est à Monsieur le Champ des Travaux, Stéphane Bernard. Merci Monsieur le bourgmestre, merci Monsieur le conseiller pour votre intervention. Alors la réfection complète de façade à façade, en ce compris l'égouttage de la rue Camille Toussaint à Havre-Guillage, est une des priorités du collège communal. Ce chantier était retenu dans le plan d'investissement communal 2019-2021. Il s'agit de travaux subsidiés par la SPGE et la région wallonne. Le montant estimatif de ces travaux est de 2 200 000 €, un budget considérable. Ce dossier est actuellement à l'étude à l'IDEA et l'avant-projet devrait être finalisé dans les mois à venir, et celui-ci fera l'objet d'une présentation à l'ensemble des riverains concernés. Je tiens dès à présent à préciser que cet avant-projet intégrera une limitation de tonnage afin de limiter le trafic de transit dans cette traversée de village. Sauf imprévu, le chantier devrait débuter durant le second semestre 2021. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à présent à Madame la conseillère Khadija Naïmé pour une question qui porte sur l'avenir du Reciparc de Jemap. Madame la conseillère. Merci Monsieur le bourgmestre. Voilà, comme vous avez dit, ma question concerne donc le Reciparc situé rue Château-Guillochin à Jemap. Comme vous le savez, un Reciparc est un site aménagé pour accueillir certains déchets en vue de les recycler, de les valoriser ou de les éliminer selon les règles environnementales en vigueur. Ma question est la suivante. Quel sera l'avenir du Reciparc situé à la rue Château-Guillochin, en sachant que sa localisation n'est pas adaptée à l'environnement où il est situé actuellement? En effet, la proximité avec les habitations et du parc communal crée des nuisances telles que la circulation de plus en plus importante, la chute des déchets, des files d'attente qui empêchent une circulation fluide dans la rue, et j'en passe. Cette situation démontre l'importance du choix d'un autre emplacement. Je sais très bien, Monsieur le bourgmestre, Mesdames et Messieurs les membres du collège communal, que vous êtes très attentifs à cette problématique et que vous trouverez une solution pour le bien des riverains et du cadre de vie dans cette zone de Jemap. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci Madame la conseillère. C'est Madame Leschwin en charge de la propreté publique, Madame Dejarre, qui va vous répondre. Merci beaucoup pour votre question, et comme vous, on partage vraiment le constat. On a beaucoup de problèmes au Reciparc de Jemap, sa localisation qui est pas bonne en matière de transit, sa taille, il est trop petit, et donc on est là avec des cuves qui sont trop petites. C'est le nombre de fois où des citoyens me disent à 16 h je suis arrivé au Reciparc et c'était rempli, j'ai dû rentrer chez moi, et ceux qui rentrent chez moi, malheureusement c'est pas la grande majorité. Une série, on le sait, font des dépôts sauvages, que ce soit devant le parc ou dans les alentours. Et donc c'est vraiment une problématique qui est importante pour nous. On a pas mal discuté avec la commune de Cargnon, qui a aussi des problèmes par rapport à son recyclage à Wamuel, pour essayer de trouver une solution commune, avec l'idée de pouvoir créer sur Cargnon, mais Cargnon-Jemap, c'est vraiment à une centaine de mètres, un nouveau Reciparc. Aujourd'hui, le dossier est dans les mains de l'IGA, qui lui-même va le donner dans les mains de la région wallonne, puisque c'est la région wallonne qui peut, dans le cadre de l'arrêté du gouvernement wallon, décider que des nouvelles infrastructures soient construites ou non, et décider de les subsidier à hauteur de 70%, ce qui évidemment serait positif.
Je suis assez optimiste. Je pense que cette nouvelle configuration s'inscrit dans le cadre de l'arrêté du gouvernement wallon sur les infrastructures, puisqu'on vise à augmenter la capacité d'accueil des citoyens, mais aussi optimiser les flux logistiques en faisant usage de semi-remorques, donc de beaucoup plus grands containers, ce qui va forcément diminuer le nombre de transits. Et donc voilà, c'est pour le moment dans les mains de l'IGA qui va faire la demande à la région wallonne. On suit ça, on est optimiste sur le projet. Maintenant, tout n'est pas dans les mains de la ville de Mons et dans la ville de Cargnon. Il y a une tutelle régionale et on verra ce qui arrivera, mais on espère en tout cas qu'on pourra trouver une solution dans les prochaines années, parce que ça n'est plus tenable, ce Reciparc à cet endroit-là. En plus, on l'a vu après le confinement avec les règles où on pouvait avoir qu'un certain nombre limité de personnes dans le Reciparc. Les files étaient vraiment insupportables. Les services de la ville ont dû aller beaucoup, on a dû faire des aménagements et donc on partage votre constat. Tout à fait. Merci Madame Leschwin. Nous en venons à la question de Madame la conseillère Sandrine Job, qui porte sur l'ancienne école Ave Maria à Mons. Madame la conseillère. Merci Monsieur le bourgmestre. Chers membres du collège, chers collègues, comme vous le savez, l'Ave Maria a déplacé son école d'infirmière un peu plus loin dans la Drève du Prophète à Mons. Ce quartier résidentiel n'est pas adapté à accueillir un établissement scolaire, je sais que vous en êtes conscient. Cela occasionne des soucis de stationnement, de trafic de manière générale, de cohabitation entre les résidents et les étudiants qui fréquentent l'établissement, des soucis pour les bus de tourner dans les rues parce que les voitures des étudiants se mettent sur les angles de voirie, ce qui pose quand même pas mal de problèmes au niveau du stationnement et de la circulation. Il n'est donc pas possible de revenir en arrière à ce stade. Parallèlement, ces derniers temps, les habitants de ce quartier ont signalé à de nombreuses reprises d'autres nuisances. La circulation abondante, le quartier est utilisé comme chemin alternatif pour éviter les grands axes, sans compter également les poids lourds qui empruntent également le quartier, le manque de passages pour piétons qui sont aujourd'hui indispensables en vue de la densification du trafic, la pollution et les PCB liés donc à l'activité des usines à proximité dont nous attendons avec impatience les résultats pour fin de ce mois de septembre. Nous voudrions en fait savoir à quoi va servir l'ancien bâtiment qui était occupé par l'Ave Maria. Ne me dites pas qu'une nouvelle école va s'y installer. Attention, cet espace risque de devenir un chancre. Il y a quand même pas mal de mauvaises herbes de plus d'1,30 mètre, voire même plus haut, et des risques de squatteurs de venir s'y installer. Les habitants ont le sentiment d'être délaissés et d'être des victimes. Ils ont l'impression qu'on laisse ce beau quartier se détériorer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Leschwin d'Urbanisme. Merci Monsieur le bourgmestre, merci Madame la conseillère pour votre question. Il est exact que l'école Ave Maria a déménagé au numéro 2 de la même rue par ailleurs, ce qui représente tout de même une avancée pour le quartier puisque la nouvelle implantation dispose de plus ou moins 50 places de stationnement, ce qui constitue finalement une amélioration, bien qu'elle puisse encore être améliorée bien évidemment, mais de la situation dans le cadre du quartier dont vous parlez. Alors la ville de Mons a déjà eu plusieurs contacts, notamment avec l'école en question et avec sa direction plus particulièrement. Je rappelle aussi les différentes prises de position, notamment du bourgmestre en la matière, et une prise en considération des difficultés a été faite de la part de l'école. Il y a des contacts réguliers qui sont installés, notamment avec les services du stationnement et de la mobilité. L'école nous a par ailleurs réaffirmé sa volonté de pouvoir, à cette occasion, essayer d'entretenir des relations de bon voisinage. Ça me paraît à tout le moins être un enjeu fondamental, bien sûr, avec les habitants du quartier. Et on a d'ailleurs aussi pu constater que la propre initiative de l'école avait été faite pour appeler la police, pour verbaliser d'ailleurs les étudiants qui s'y trouvaient. C'est le message qu'elle fait par ailleurs passer également aux riverains. Et elle organise des actions de sensibilisation au covoiturage pour ses étudiants. Vous le constatez, un des outils malheureusement qui semblent les plus efficaces aujourd'hui à ce stade, ça reste la répression. Alors à côté de ça, un travail de coordination est mis en place et un travail d'étude aussi, notamment dans le cadre du plan communal de mobilité, est tout particulièrement consacré à cette situation géographique. Alors concernant l'avenir maintenant et le devenir de l'ancienne implantation, vous comprendrez qu'il s'agit d'un bien privé et que dès lors, sa reconversion va prioritairement résider dans les mains de son propriétaire. La seule chose que je puis vous dire à ce stade, c'est que la ville restera totalement attentive à ce que ce bâtiment ne se mue pas en un chancre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez toujours la parole, Madame Sandrine Job, pour une question qui porte sur le pylône Telenet Orange dans le même quartier ou à proximité. Monsieur le bourgmestre, chers membres du collège, chers collègues, une enquête publique concernant l'implantation dans une zone agricole
vieux chemin de Binche à Mons, d'un pylône Télénet Orange a été clôturé ici fin août 2020. Cette initiative vient s'ajouter à une série d'autres nuisances subies par le quartier et dont la liste ne fait que s'allonger. Ce projet est-il pertinent? La zone est déjà bien couverte. Des pylônes ont déjà poussé un peu partout, au niveau de Face Nord, au niveau du four et au moulin, un peu partout en fait. Je doute que les épis de maïs aient un besoin impérieux d'avoir accès à la 4G. Il y a sans doute une réflexion économique derrière ce projet, mais au détriment de la santé des habitants du quartier. S'il vous plaît, cette nuisance supplémentaire est-elle nécessaire? Ne pourrait-on pas en rester là avec les pylônes? Pour gagner quelques microsecondes lors du téléchargement d'une vidéo, est-ce vraiment nécessaire? Doit-on mettre en péril le bien-être de tout un quartier? Je vous remercie pour votre attention. Je demanderai, s'il vous plaît, au groupe On sent mieux de bien vouloir écouter les collègues. La parole est à Monsieur Leschevin de l'urbanisme. Merci, Monsieur le bourgmestre. Merci, Madame la conseillère, pour votre question. Alors, le dossier que vous avez évoqué ici dans le cadre de votre question a effectivement été présenté au collège communal de ce jeudi 10 septembre dernier. Il concernait une demande de Télénet et Orange qui souhaitaient ériger un nouveau pylône de 39 mètres de haut pour y installer des antennes de télécommunication. Une pétition a été signée par 47 personnes et a été envoyée suite à l'enquête publique. Ce dossier a été également présenté à la CCATM et avec un avis défavorable qui en découle. Le projet se situe en zone agricole et donc implique une dérogation au plan de secteur. Rappelons que cette dérogation ne peut pas se faire au détriment de la protection du paysage bâti et non bâti par ailleurs, environnant. Ce qui est le cas par ailleurs ici, et vous l'évoquiez dans le cadre de votre intervention, pour les quartiers résidentiels, notamment du vieux chemin de Binche. De plus, et c'est un élément fondamental pour le collège, il y avait une possibilité de mutualisation, puisqu'il existe 3 autres antennes qui sont déjà présentes dans le quartier. Il faut donc privilégier à ce stade la mutualisation des nouvelles antennes avec des stations qui sont déjà existantes, d'autant plus lorsqu'elles sont à proximité. C'est la raison pour laquelle le collège a remis un avis défavorable allant l'envoi aux fonctionnaires délégués de la région wallonne qui, comme vous le savez, est l'autorité compétente dans le cadre de ce dossier. J'en profite simplement pour vous rappeler que ça n'est pas en réalité le premier refus d'antenne auquel le collège décide de recourir. J'ai ici la liste devant moi de différents dossiers. Il y en a 2 à Coëm, par exemple, un rue de la Garenne, rue de Mons à Glun, à la chaussée Roi-Baudouin, rue des Verts Pâturages ou encore, comme je viens de vous le citer, au vieux chemin de Binche. Ce que je tiens à vous démontrer par le biais de cette réponse, c'est qu'en réalité, le collège réalise une analyse sur type de 2 arguments. Le premier, évidemment, c'est les questions qui sont liées à la santé publique et à l'encadrement, finalement, de ces différentes antennes. Et puis le second, c'est l'intégration dans le bâti environnant et les questions de mutualisation. Dès l'instant où les 2 critères d'analyse que je viens de vous évoquer ne semblent pas rencontrés, alors le collège prend ses responsabilités et décide de remettre un avis défavorable, comme ce fut le cas dans ce dossier, avant l'envoi à l'autorité compétente, c'est-à-dire le fonctionnaire délégué de la région wallonne. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à présent à Monsieur le conseiller Fabio Ricobene pour la problématique de la congestion sur les routes montoises. Monsieur le conseiller. Merci, Monsieur le bourgmestre. Suite à différentes interpellations de citoyens relatifs aux embouteillages sur nos routes montoises pendant les heures de pointe, je souhaiterais vous proposer l'idée suivante. Pourrions-nous essayer le système américain qui consiste au transport des élèves par des bus? Nous pourrions peut-être dans un premier temps commencer par l'enseignement communal. Il est vrai que cela pourrait représenter un certain coût, néanmoins cette solution pourrait désengorger nos routes et permettre une circulation plus fluide pendant les heures de pointe. Si cette idée vous semble réalisable, pourriez-vous étudier la possibilité d'effectuer une phase test? Je vous en remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Leschevin de la mobilité. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre proposition et votre idée parce qu'effectivement, nous devons faire face à de gros soucis de congestion, principalement aux heures d'entrée et de sortie scolaire. Le système américain ne peut pas être copié tel quel en Belgique puisque, à la différence des États-Unis, nous avons le libre choix du type du lieu d'école en fait, ce qui est vraiment différent par rapport aux États-Unis. Ça ne nous empêche pas évidemment d'avancer. Comme je l'ai dit aux collègues tout à l'heure, l'une des mesures à haut impact du plan communal de mobilité est la mobilité scolaire. Il s'agit de travailler sur le déploiement de plans de déplacement scolaire de 6 établissements exemplatifs, Saint-Stan, Sacré-Cœur, Ursuline, Ave-Maria, UCN Mons, U-Mons, et après d'acquérir finalement la technique des plans de déplacement scolaire et de pouvoir évidemment aller dans d'autres écoles.
Le travail avec le bureau d'études a commencé en septembre et j'espère que très rapidement des propositions seront rendues et que nous pourrons les analyser et les concrétiser. En parallèle à ça, nous continuons à travailler sur l'idée évidemment de bus, de P+R, on l'a dit, c'est dans notre programme de majorité. Et donc on a deux aspects à travailler. Un, pouvoir développer des sites propres. On a validé un site propre à l'avenue Université. On a, en discutant beaucoup avec les techs et la région wallonne, on a permis d'avoir dans le plan infrastructure, parce que nos voiries de transit sont des voiries régionales, deux plans pour les bus, la N90 où on aura un site propre et la N51, qui permettra vraiment que le bus soit concurrentiel par rapport à la voiture, parce que les échecs des P+R précédents sont sans doute dus à ça. Personne n'a envie d'aller prendre le bus, de prendre sa voiture, d'aller dans un parking, de prendre un bus si celui-ci est plus lent que si soi-même on avait été dans la voiture. Donc vous voyez, on continue vraiment à travailler. Les bus pour les enfants, c'est bien, que ce soit au départ d'un P+R ou au départ de leur maison, puisqu'on travaille aussi avec les techs pour vraiment renforcer les liaisons urbaines. Actuellement, on a très peu de liaisons urbaines, donc on a des bus qui font de longs parcours, qui accumulent du retard, qui font parfois de grandes boucles. On n'habite pas très loin et vous savez le détour que fait le bus 6 pour arriver à Mons, ça n'encourage certainement pas les Flénusiens à l'emprunter. Donc c'est vraiment un travail que l'on mène avec le PCM et avec notre partenaire les Techs et la région wallonne. Merci beaucoup. Nous en venons maintenant aux interpellations, en commençant par celle de Monsieur Dufrane qui porte sur le stationnement au niveau du parking du tennis de Mons. Monsieur le conseiller. Merci, monsieur le bourgmestre. Et avant toute chose, notre groupe aimerait souhaiter un bon anniversaire à Samuel Kévy, écolo, comme quoi, vous voyez, on sait transcender les différences politiques quand il s'agit d'un anniversaire. Concernant... De quoi? Je ne veux pas parler au nom du groupe. Monsieur Ardu, François... Allez, monsieur le conseiller. Donc, au niveau de l'interpellation, ça concerne et le parking du tennis et aussi le plan de mobilité autour du quartier Fario. Donc, j'ai envoyé des photos à l'échevin de l'urbanisme et du stationnement, qui est fort sollicité ce soir. Mais ça va, je peux développer mon interpellation quand même? C'est gentil. De nombreux véhicules se gareraient aux abords du tennis de Mons et de la rue Valenciennoise, en venant du stade. Donc, les photos que je vous ai envoyées le prouvent, monsieur l'échevin. Il y a peut-être ici et là des problèmes de mobilité qui ne pourraient pas s'exercer en toute sécurité pour les personnes, les obligeant à circuler sur plusieurs dizaines de mètres sur la route, ce qui vous en conviendrait et n'est pas tout à fait sécure. Alors, au niveau des questions, elles sont simples en fait. Est-ce que vous allez prendre des dispositions assez vite concernant ces stationnements un peu sauvages? Est-ce que des poteaux, selon vous, devraient-ils être installés afin de limiter le stationnement? Quelle est la position du collège à cet égard? Une solution est-elle envisagée à court, moyen, long terme? Où en sommes-nous? Et là, je change un peu de sujet, mais qui est vraiment lié parce qu'on n'est pas loin. Où en sommes-nous dans l'échéancier et la finition du quartier Fario, donc qui est vraiment pas loin? Et enfin, vu qu'on a parlé un peu toute la soirée de plan de mobilité, est-ce que dans le plan de mobilité global que Madame Léchevin nous présentera bientôt, est-ce qu'effectivement il y a, par exemple, une voirie qui pourrait s'envisager, une nouvelle voirie qui pourrait s'envisager autour de ce quartier qui est quand même assez conséquent? Y aura-t-il une deuxième phase, ce que j'avais lu dans la presse à l'époque en fait, donc une deuxième phase de construction de logements, comme le prévoyait le premier projet du promoteur à l'époque? Voilà, merci beaucoup. Merci, monsieur le conseiller. La parole est à monsieur l'échevin de l'urbanisme et du stationnement. Maxime, pour toi. Merci monsieur le bourgmestre, merci monsieur le conseiller pour votre interpellation. Alors elle concerne effectivement, vous l'avez rappelé, un enjeu important qui est celui de la mobilité dans un quartier tout aussi important, voire même stratégique de notre ville, puisque c'est en réalité un quartier de vie, personnel et professionnel, compte tenu de sa situation, puisque de l'hôpital au stade de foot, en passant par le tennis, où le nouveau lotissement que vous évoquiez est également en construction, et puis naturellement avec l'ensemble des habitations qui existent déjà. D'ailleurs on dézoome un petit peu, dans ce quartier on peut aller à l'école de la maternelle à l'université, qui n'est pas très très loin non plus. Donc vous l'avez compris, c'est un quartier où il y a beaucoup de monde et on a forcément tous les ingrédients qui s'y retrouvent pour avoir de potentiels soucis de mobilité. Alors à ce titre, on a bien évidemment déjà aussi pris des contacts
au niveau des différents partenaires qui s'y situent, que ce soit évidemment l'école des Ursulines, que ce soit les différents partenaires comme l'hôpital, le stade de foot, le tennis et d'autres interlocuteurs également, pour essayer d'améliorer la situation. On a déjà eu ensemble plusieurs réunions avec des pistes sur la table, notamment en matière de mutualisation des espaces de parking. Vous le savez par ailleurs, le stade de foot en est un des exemples, puisqu'on a décidé avec la RCA et les administrateurs du conseil d'administration de la RCA de pouvoir mettre à disposition de l'hôpital Ambroise Paré le parking du stade la journée, ce qui permet de désengorger le parking, enfin le stationnement de manière générale dans le quartier qui en avait besoin. Vous évoquiez également le développement du lotissement sur la ZAC 25 avec la première phase en cours de finition qui va permettre à terme la poche de 80 places de parking aussi accessible au public qui sera à l'entrée justement de la zone problématique. Et puis, à côté de ces différentes réflexions, il y a aussi des actions tout à fait concrètes qui sont mises en place par le collège, dont une en particulier pour essayer de corriger, de gommer des comportements inciviques auxquels vous faites référence. Le premier étant le stationnement sauvage, notamment dans la rue qui va du stade Tondreau vers le tennis et vers l'hôpital, où on constate toute une série d'infractions, notamment liées à des automobilistes qui se garent sur le trottoir. Alors pour éviter cet écueil, la ville a pris ses responsabilités et a décidé d'y installer des potelets justement qui vont permettre non seulement bien sûr que les automobilistes ne puissent plus se garer à cet emplacement, mais de sécuriser véritablement aussi le parcours sur le trottoir des différents usagers. Ils sont par ailleurs de plus en plus nombreux. Je vous ai cité aussi ceux du stade de football qui viennent, le personnel médical d'Ambroise Paré, auquel vous êtes particulièrement sensible, je le sais, puisque vous y êtes impliqué. Et donc, c'est véritablement un travail aussi de prise de conscience qu'il est important de faire à cet endroit-là, notamment pour l'institution Ambroise Paré, c'est-à-dire faire prendre conscience au personnel soignant qu'il a un parking à disposition avec des facilités pour pouvoir ensuite rejoindre tranquillement et sereinement son lieu de travail. Et puis, corollairement à cela, c'est évidemment la responsabilité du collège de pouvoir sécuriser ce passage au travers de la décision que je viens de vous citer, de mettre des potelets. Alors pour le développement potentiel du projet sur la ZAC 25, effectivement, le RUE qui a été approuvé par le conseil communal il y a quelques années prévoyait un développement global de la ZAC. La première phase vient de se terminer, une deuxième phase est effectivement en cours d'étude. J'ai pu avoir des réunions de travail, notamment avec les différents porteurs de projets qui sont concernés à cet endroit, avec un impératif qui leur a été fixé, et j'insiste particulièrement là-dessus, c'est en tout cas le mandat que m'a donné le collège, c'est d'évidemment étudier les aspects de mobilité dans le quartier. Et donc sera assortie au développement de cette deuxième phase une étude complète sur la mobilité, non seulement bien sûr avec l'impact de la première phase, mais aussi l'impact projeté de la deuxième phase et le développement éventuel, potentiel de l'ensemble des institutions dans le quartier. Donc vous le voyez, à côté du plan communal de mobilité qui déjà étudie évidemment cet enjeu, il y a aussi le développement de la phase 2 du projet, en l'occurrence de la ZAC 25, qui fera une analyse toute particulière de la problématique du stationnement et de la mobilité dans le quartier, avec dès lors des réponses qui devront être apportées dans l'urbanisation pour éviter de venir surcharger un quartier qui est en cours justement de traitement pour qu'il soit déchargé. Je vous remercie. Merci beaucoup. La réplique? Ok, ben bon, va pour les potelets, hein, donc ce qui était vraiment la première partie et les actes inciviques liés avec les photos que je vous avais transmises. Vous avez raison, hein, on a ici une situation, on a un cocktail explosif d'une mobilité qui est totalement surchargée. Vous me dites que le projet immobilier va se développer, vous avez l'hôpital, vous avez oui, la géothermie, ça, on en reparlera. Bref, vous avez ici là. Vous avez là vraiment un nouveau quartier qui est en train de se bâtir, déjà des problèmes de mobilité qui sont prégnants, qui sont là, qui existent depuis belle lurette. Donc honnêtement, je n'ai pas entendu que vous alliez vous coordonner avec les Jevines de la mobilité, mais je me doute que cette partie de la ville qui est quand même assez massivement automobiliste soit vraiment concertée pour qu'à l'avenir on ne se dise pas ah ben tiens le quartier Fario en termes de mobilité c'est dégueulasse quoi. Donc voilà, je compte sur vous. Donc d'ici 2021, on aura quelque chose de coordonné et de bien. Bien, c'est le cas de le dire. Alors, l'interpellation suivante est celle de M. Colette et concerne les nouveaux appartements construits à Mons. Oui, effectivement, monsieur le bourgmestre, l'interpellation, c'est un peu une question et une suggestion en même temps. Depuis quelques années, quelques mois, et de manière encore plus sensible au début de cette mandature, votre collège délivre de nombreux permis pour la construction d'immeubles à appartements, en principe destinés au logement.
ce n'est même pas en dizaines que je les compte, mais en centaines, si je reprends ceux qui sont énumérés dans ma note, et puis d'autres que j'ai oubliés, et puis ceux qui sont en projet, et puis ceux qui sont en devenir. La question que je pose est de savoir si le collège tient un tableau de bord pour connaître la corrélation qui pourrait exister entre l'offre de nouveaux appartements et l'augmentation du nombre d'habitants. Autrement dit, si la construction de ces nouveaux appartements est favorable à l'immigration d'une population jeune, dynamique et entreprenante dont la ville a besoin pour obtenir ou garantir son attractivité, augmenter celle-ci et augmenter sa population. Chaque année, en principe, lors des premiers conseils de l'année, Monsieur Léchevin de la population et de l'état civil nous fait parvenir un résultat de l'évolution démographique de la ville de Mons, sans faire la distinction entre la démographie naturelle et la démographie migratoire. La question qui se pose est effectivement de savoir si l'offre d'appartements, qui ne dépend évidemment pas du collège, mais qui dépend des promoteurs qui profitent de cette modification de point de vue sur le centre-ville de Mons et ses abords, concernant la facilité d'obtenir la construction, si cela est payant. Y a-t-il un résultat positif? Alors, très clairement, je dis, si ce tableau de bord existe, je serais très heureux d'apprendre quel est le résultat de cette politique, ou plutôt de cette offre de nouveaux logements de type appartement, sur le résultat d'attractivité de la ville de Mons et l'inscription de nouveaux habitants. Si ça n'existe pas, je demande au collège de bien vouloir s'engager dans cette voie et, entre-temps, de faire un comptage des nouvelles domiciliations dans les différents blocs d'appartements les plus importants qui ont été créés ces dernières années, afin de savoir si ces personnes viennent simplement d'une migration interne à la ville de Mons, donc un déplacement de gens d'un quartier à un autre, ou si effectivement il y a une véritable immigration de nouveaux habitants qui seront des habitants jeunes, dynamiques. Je pense que sans atteindre à la vie privée des personnes, il y a moyen d'avoir une statistique de ce type, mais je vois que M. Léchevin, qui est en charge de cette statistique, vient de rentrer en séance et ne m'a peut-être pas entendu. Bien, mais c'est M. Léchevin de l'urbanisme qui va vous répondre sur ce sujet. Merci beaucoup, Monsieur le bourgmestre. Merci, Monsieur le conseiller, pour votre interpellation. Effectivement, il y a un enjeu d'attractivité résidentielle à Mons, ça n'aurait échappé à personne. Depuis de plus nombreuses années, d'ailleurs, de nombreux investisseurs ont fait le choix de miser sur notre ville pour y développer des importants programmes de logement. Au fond, c'est le symbole de deux éléments. D'abord, cela veut dire que nous sommes attractifs. Les investisseurs décident de venir investir dans notre ville parce qu'ils voient qu'elle bouge, parce qu'ils voient qu'elle avance, et ils ont envie de pouvoir prendre leur part de développement chez nous. On peut s'en réjouir. Le second élément, c'est qu'il y a une demande. Moi, personnellement, je ne connais aucun investisseur qui va se dire « Chouette, voici une ville où il ne se passe absolument rien, où personne n'a envie de vivre, je vais y aller y mettre toutes mes économies pour bien perdre tous les potentiels développements futurs que je pourrais faire. » Soyons réalistes, c'est la logique de l'offre et de la demande qui marche d'ailleurs singulièrement bien dans le développement immobilier, et vous le savez, puisque dès l'instant où il y a une augmentation de l'offre, soyons de bon compte, c'est simplement parce qu'il y a une demande qui progresse, qui avance et qui doit être répondue. Et je vais même vous faire un aveu, cette demande aujourd'hui, elle n'est pas encore rencontrée. Cela veut donc dire que le développement que l'on connaît, il est amené à se poursuivre. Ce n'est pas simplement moi qui le dis ou le collège, c'est l'IWEPS qui le montre aussi au travers des différentes statistiques. J'y reviendrai dans un instant. Alors pour renforcer l'offre résidentielle et donc mieux répondre à la demande, ces 10 dernières années, comme je vous l'ai dit, il y a des milliers de logements qui ont été créés à Mons, avec une particularité au niveau de ces 5 dernières années, un renforcement qui s'est fait. Si l'on prend de manière générale d'ailleurs la période 2001-2015, on constate une augmentation du parc de logements de près de 12%, et de manière chiffrée, ce ne sont pas moins de 4000 logements qui ont été créés ces 10 dernières années.
Alors cela ne signifie bien entendu pas que l'on a eu 12% d'augmentation de la population, puisqu'on a 12% de création de logements en plus. Puisque, comme vous le soulignez d'ailleurs, il y a naturellement des transferts internes à la région de Mons, des transferts intramontois donc. Comme dans la plupart des autres grandes villes wallonnes, la création de logements de ces dernières années se caractérise par une production accrue d'appartements. En réalité, c'est la résultante de 3 phénomènes conjoints. La première, c'est la réduction de la taille des ménages. Aujourd'hui, on vit plus souvent ou plus longtemps, en tout cas seul. On ne se sépare aussi plus rapidement. C'est une réalité que certains d'entre nous connaissent ici. Cela a pour impact aussi une augmentation du nombre de logements avec des surfaces moyennes, notamment. Ensuite, de plus en plus de jeunes se tournent désormais, comme vous le savez, vers des premiers logements et des appartements, soit en location, le temps de se constituer un capital, soit par choix, comme premier achat. Et puis la dynamique complémentaire à celle que je viens d'ailleurs de vous expliquer, c'est le vieillissement de la population aussi auquel on doit faire face et qui implique aussi toute une modification, toute une série de changements de comportement d'une frange de la population qui a tendance à grandir, une population plus âgée qui donc se réoriente vers des logements plus adaptés, parfois des logements sans étage, donc quittent les maisons et ont tendance à favoriser aussi le passage vers des appartements. Alors, on était effectivement soucieux d'essayer de comprendre les dynamiques que vous évoquiez liées à la production immobilière et c'est la raison pour laquelle on avait mis sur pied avec le collège l'Observatoire de l'habitat de la ville de Mons, lequel avait entamé les travaux d'analyse d'ailleurs que vous réclamiez. Malheureusement, la ministre Debus, sous la précédente législature, a supprimé les subsides de fonctionnement de cette structure, d'ailleurs dès sa prise de fonction, ce qui a alors empêché finalement la ville de se doter d'un véritable outil d'analyse statistique des différents phénomènes que vous vouliez étudier. Ce que je peux vous dire néanmoins par rapport à ces différentes mesures. Au niveau du parc existant, on retrouve une prédominance de maisons mitoyennes, plus ou moins 39% des logements. Le sol se répartit ensuite entre des maisons 3 façades, des appartements et des maisons 4 façades. En ce qui concerne les mouvements de population, on a relativement peu de chiffres fiables et fixes, compte tenu, comme je vous l'ai dit, des difficultés qu'on a rencontrées au niveau des subsidiations de l'Observatoire de l'habitat, si ce n'est que je peux vous dire ceci. On a effectivement un flux qui se fait avec l'arrondissement principalement de Soignies. C'est plus ou moins 10% des entrées et des départs. La région de Bruxelles-Capitale est juste derrière avec 8%, l'arrondissement de Hatt 7%, Thoin 5%, Charleroi 5%. Il n'en demeure pas moins, si vous additionnez ces montants, que du coup, on peut comprendre que 49% des flux migratoires, c'est-à-dire les flux les plus intenses, sont aussi à l'intérieur de l'entité montoise, ce qui revêt bien évidemment aussi un enjeu de taille. Alors, concrètement, ce que je peux vous dire aussi, c'est que la migration résidentielle, et j'en termine, je ne vais pas vous citer tous les chiffres, si vous voulez, je vous donnerai le rapport complet sur lequel je me suis basé pour préparer la réponse, pour ne pas alourdir les débats du Conseil communal, mais la migration résidentielle s'inscrit communément dans une logique de cycle qui va dépendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'âge aussi des différentes personnes et donc du projet de vie qui en découle aussi. D'ailleurs, si l'on regarde un petit peu les tendances, et je vais aller un peu à l'encontre de l'analyse que vous livriez au début de votre intervention, les jeunes adultes, donc c'est-à-dire... C'est regrettable, mais c'est statistique. La tranche des 20-29, vous vous rendez compte, c'est mon dernier conseil communal en tant que jeune adulte, ont globalement une tendance à s'installer dans les zones plus urbaines. Donc vous voyez un mouvement de recentralisation au niveau des jeunes adultes. C'est particulièrement là d'ailleurs qu'ils s'y développent puisqu'ils trouvent à proximité des services et des équipements. Et généralement aussi, c'est là qu'il y a une ambiance plus dynamique qui s'installe. C'est dans ces zones aussi où l'offre locative est généralement la plus importante et qu'ils peuvent louer un logement de manière transitoire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'hypothèse où ils veulent capitaliser avant de pouvoir accéder à la propriété ou attendre simplement qu'une situation professionnelle dans laquelle ils se lancent soit ensuite stabilisée. On le voit par contre, la demande résidentielle, elle, est plutôt l'œuvre d'une population un tout petit peu plus âgée, c'est-à-dire stabilisée et intégrée dans le milieu socio-professionnel. Et donc, si vous gardez à l'esprit qu'il y a une corrélation entre le statut de la population et la demande qu'il y a, effectivement, vous constatez qu'il y a un développement qui est singulièrement différent entre l'offre de logement en centre-ville et l'offre en périphérie. Alors ces résultats, comme je vous l'ai dit, je me base sur les analyses notamment statistiques de l'IWEPS et les projections du Bureau du Plan, qui nous disent d'ailleurs que d'ici à horizon 2035, il faudra avoir une augmentation du parc de logement de 4 000 à 6 000 ménages pour qu'on puisse réussir à maintenir une population plus ou moins stable. Ce phénomène, évidemment, n'est pas un phénomène montois, c'est un phénomène statistique général qui veut simplement que, vu les différents éléments dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la diminution de la taille des ménages et les phénomènes liés à l'âge, eh bien, pour maintenir une population, il faut développer une offre de logement adaptée à la caractéristique sociologique de la population. Voici les principaux éléments sur lesquels je voulais insister, avec une toute petite conclusion. Pour relever ces défis, finalement, les principales solutions sont la reconstruction de la ville sur la ville et la compacité de l'urbanisation. Ces solutions, elles sont évidemment adaptées aux contextes locaux. On ne construit pas à la ville comme on construit à la campagne et aux infrastructures qui existent déjà.
c'est-à-dire par exemple les gares, les lignes de transport en commun, les équipements à proximité, etc. Ce que je viens de vous résumer là, c'est typiquement l'analyse qui est faite par le collège dans le cadre des analyses d'urbanisation et des différents projets d'urbanisme qui se présentent à nous. Et donc, en conclusion, la politique menée par le collège communal en matière de création de logements, elle ne vise absolument pas prioritairement à essayer de franchir un cap des 100 000 habitants, comme si c'était le leitmotiv de toutes nos analyses, mais bien au contraire d'anticiper l'augmentation démographique wallonne et la production, du coup, qui en découle aussi de logements adaptés pour éviter qu'il y ait une raréfaction sur l'une des catégories dont je vous ai parlé, qui engendrerait du coup, et là j'en conviens, un vrai mouvement démographique, ce que l'on veut à tout prix éviter. Merci. Merci beaucoup, monsieur le conseiller, si vous le souhaitez. Oui, mais j'entends effectivement que c'est à cause d'une ministre maire, je suis pas maire, je m'en fous, que l'observatoire de l'habitat n'a pas pu se développer, mais malgré le fait qu'on n'a pas d'observatoire de l'habitat, on sait répondre à toutes les questions. Alors effectivement, j'ai dit, est-ce qu'on connaît effectivement le souhait des gens dynamique du type de logement qui leur conviendrait pour qu'ils s'installent à Mons? On me répond, oui, mais le but n'est pas de viser un certain nombre d'habitants et pas de viser 100 000, mais l'esprit de la population me dit, on est à 100 000. Hein, alors, il faut un peu savoir ce que l'on veut. Hein, parce que vous dites, l'offre d'appartements répond à la demande, mais la demande n'est pas nécessairement une demande des habitants. Il y a une demande qui vient d'investisseurs privés. Il y a les gens qui n'ont plus confiance dans certaines valeurs mobilières volatiles, se rabattent sur des briques et ils se disent, même si effectivement mon appartement n'est pas loué, il reste à avoir une valeur qui me permet de sauvegarder mon patrimoine et d'éviter qu'il dépérisse. Quand j'entends les choses, j'apprends que dans les appartements qui sont en vente, ce sont surtout des promoteurs flamands, enfin en grande majorité des promoteurs flamands qui proposent des appartements et des acheteurs investisseurs qui sont des propriétaires flamands aussi. Je me dis, tiens, il y a quand même quelque chose qui peut-être n'est pas en adéquation avec le souhait de voir renaître une population dynamique sur le centre-ville. Alors moi je vais reposer les questions, peut-être que vous pourriez m'envoyer le dossier, monsieur Lespin, vous me l'envoyez par mail, le dossier sur base des chiffres sur base desquels vous fondez votre analyse. Moi je reposerai alors une question à Lespin de la population pour savoir, immeuble après immeuble, quels sont les gens qui sont effectivement domiciliés par rapport à ceux qui ne le sont pas. Parce que ça me pose quand même un problème. Même si effectivement il y a des transferts internes à concurrence de 50%, il y a une migration pour l'autre partie des 50%, mais il faut alors une émigration de la ville fort importante pour arriver à un résultat neutre. Et c'est ces éléments-là que nous souhaitons connaître, parce que peut-être, à la fin de l'analyse, on arriverait à décider ou constater que le type de logements qui sont proposés par les investisseurs extérieurs à la ville ne correspondent pas à la demande réelle, celle qui pourrait effectivement apporter ce dynamisme dont nous avons besoin. Merci beaucoup. L'interpellation suivante est celle de Madame Giunta et elle concerne le revenu cadastral. Je vous en prie. Oui, voilà. Donc la ville de Mons a décidé de procéder à la révision des données cadastrales des habitations montoises. La justification est que si on fait des travaux comme l'installation d'un chauffage ou d'une salle de bain, ça augmente le revenu cadastral. Par contre, selon un article qui était paru dans Sud Presse, pour une véranda, pas de problème, la ville n'en tiendra pas compte. C'est particulièrement étonnant parce que le chauffage et la salle de bain sont des éléments indispensables dans une maison, alors qu'une véranda, on peut se dire que ça l'est beaucoup moins. Sur le fond, l'idée est bien d'augmenter les recettes de la ville sur le dos des montois. Donc vous étiez engagé à ne pas augmenter les taxes. Vous ne l'avez pas fait, mais augmenter la base sur laquelle les taxes sont calculées, c'est une manière détournée d'augmenter les taxes. Donc il y a de quoi décourager ceux qui comptaient entreprendre des travaux de rénovation dans leur maison. Et donc je pose la question à Madame Leschfin des Finances. Est-ce que vous pensez que faire payer encore plus les montois
qui pour la plupart ont déjà pas mal souffert de pertes de revenus pendant cette crise, est une bonne solution. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller chercher de nouvelles recettes auprès des multinationales présentes sur notre territoire, au lieu de s'attaquer de nouveau aux travailleurs qui ont déjà de la peine à joindre les deux bouts? Et je pense notamment à Holcim, dont on avait parlé il y a quelques mois, où la ville a décidé de ne pas réclamer les taxes communales et de compenser cette perte par de l'argent public venant de la région wallonne. Donc pour les multinationales, on peut ne pas demander des taxes, mais pour les habitants, on continue à taxer. Merci. Madame Léchine des Finances, Mélanie Wally. Bon, d'abord en introduction, tout ce qui est dit dans Sud Presse n'est pas forcément vrai. Et donc, vous allez pouvoir me l'expliquer, justement? Pardon? Oui, vous allez pouvoir me l'expliquer. Ben oui, justement, mais donc permettez-moi de quand même rectifier le tir. Je pense qu'on a déjà tous été victimes ici autour de la table de propos détournés dans la presse, donc je tenais déjà à recadrer. Donc pour commencer, il ne s'agit pas d'une augmentation des centimes additionnels au précompte immobilier, et donc le travail qui sera ou qui est déjà en train d'être réalisé ne touchera pas l'ensemble des propriétaires montois comme vous essayez de le faire croire. Pour rappel, le revenu cadastral correspond au revenu annuel moyen net qu'un immeuble procurerait à son propriétaire. Il s'agit donc de la valeur locative moyenne nette d'un an du bien immeuble au moment de référence. Alors jusqu'à aujourd'hui, même si c'est une année exceptionnelle, ce moment de référence est le 1er janvier 1975. Je commencerai, je vais vous poser une question. Seriez-vous d'accord pour un même immeuble de payer un précompte immobilier plus élevé que votre voisin? Ou alors l'inverse? L'objectif de ce travail est justement un impôt juste et équitable. Il s'agit d'un travail qui est vivement recommandé par la circulaire budgétaire. Effectivement, il y a un peu plus de 10% des logements qui sont considérés comme modestes ou sans confort, mais c'est le terme. Pour rappel, sans chauffage central, comme ça a été indiqué, et sans salle de bain. Donc, il n'y a aucune discrimination puisque seuls les propriétaires qui ont réalisé des travaux pour transformer le logement, et j'insiste, dit sans confort ou modeste, qui seraient concernés par cette révision. Donc, il faut arrêter de faire croire que tous les citoyens seront impactés par cette mesure, et encore moins les plus précarisés, comme on laisse sous-entendre, c'est parce qu'on qualifie, c'est le terme utilisé, sans confort ou modeste, que d'office, les gens qui occupent ces biens sont des gens qui ont des soucis et qui sont précarisés. C'est juste là où, à un moment donné, le terme qui est utilisé n'est pas le bon, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça dans la circulaire. Donc, pour rappeler un peu la procédure, un agent provincial est mis à disposition de la ville. Il travaillera en collaboration avec l'indicateur expert. Donc, pour rappeler la procédure, la ville envoie un courrier aux propriétaires concernés avec un formulaire à compléter et à renvoyer au service. Une fois les informations encodées, elles sont transmises au cadastre qui propose un nouveau revenu cadastral qui est validé par l'indicateur expert. Si un propriétaire ne répond pas, un rappel est envoyé et s'il n'y a toujours pas de réaction, à ce moment-là, une visite sur place est organisée avec les services de la ville, donc par un agent assermenté. Le travail a déjà commencé, le courrier a déjà été envoyé pour les logements de Mont-Centre. On va qualifier Mont-Centre. Le collège ne va pas revoir sa position, le travail se poursuit et je ne pense pas que le ministre des Finances ait suspendu ou supprimé la perception de l'IPP à cause du Covid. Donc, il n'y aura, et ça je tiens à le préciser aussi pour ne pas faire peur à la population, pas de rattrapage sur les exercices antérieurs. Et comme vous l'avez indiqué, on sait que la priorité du PTB est de taxer les multinationales. L'exercice que vous expliquez, un peu simplifié du fait de dire qu'on ne taxe pas les multinationales parce qu'on va chercher de l'argent à la région wallonne, c'est pas tout à fait vrai. En fait, la région wallonne, il y a une compensation. D'autres villes que la ville de Mons l'appliquent. Je pense déjà m'en être expliqué au budget, mais on sait que c'est votre dada. Et donc, au niveau du collège, nous sommes, ça m'étonne que vous ne soyez pas d'accord, pour un impôt juste et équitable. Et pour ce type de débat, je pense que nous devrions plutôt se retourner vers le fédéral par rapport à l'impôt des sociétés. Merci beaucoup. Madame la conseillère. Oui, alors pour un impôt juste et équitable, oui, bien sûr, on l'est aussi. Mais si c'est une question d'égalité et que tout le monde paie le même précompte immobilier, pourquoi, si mon voisin paie un précompte plus cher que le mien, voilà, pour un même bien, pourquoi on ne diminue pas celui qui paie plus cher plutôt que d'aller vers le haut? Voilà, ça, ce serait une égalité, une forme d'égalité aussi.
Alors, les gens qui font des travaux et qui achètent des petites maisons, je crois que c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire bâtir ou d'acheter du neuf. Et donc, ils font des travaux au fur et à mesure en fonction de leurs besoins. Et c'est quand même les pénaliser que d'augmenter le revenu cadastral. Voilà. Et je sais, oui, c'est notre dada de faire payer les multinationales, effectivement, parce que je pense qu'il y en a assez que ce soit toujours les travailleurs qui paient, toujours les mêmes. Et je ne crois pas que j'ai expliqué de manière simplifiée le fait qu'on n'ait pas réclamé des impôts à Holcim. Vous l'avez dit exactement de la même manière que moi. Il y a un règlement de la région wallonne qui prévoit une compensation. Voilà, la ville de Mons a décidé de prendre cette option plutôt que de faire payer des taxes. Et donc, l'argent public qui a été utilisé en compensation, c'est de l'argent de tout le monde, de vous, de moi, des travailleurs. Monsieur Boucher. Merci, Monsieur le bourgmestre. Juste sur le dernier point, si vous me permettez, la région wallonne ne permettait pas de toute façon de compenser par rapport à un précompte immobilier, donc ça n'a pas de sens de vouloir tout le temps faire croire que on fait des cadeaux aux multinationales et que les autres paient. C'est totalement faux. De toute façon, les mécanismes ne permettaient pas de faire autrement. Mais par contre, ce qu'il faut reconnaître, Madame Leschvin des Finances, c'est que oui, c'est une augmentation déguisée de la fiscalité, parce que vous savez très bien que le fait de revoir le revenu cadastral revient à faire une péréquation, donc une augmentation de ce revenu cadastral. Il n'y a aucun des revenus cadastraux qui vont être revus à la baisse. Or, si vous prenez l'année de référence, il y a des quartiers qui ont fortement évolué. Et donc oui, c'est une volonté de faire entrer de l'argent supplémentaire dans les caisses de la ville et donc d'augmenter la charge fiscale. Pour le reste, vous ne pouvez pas dire que c'est neutre. Alors, ou à mon sens, Mme Giunta se trompe, c'est que lorsque l'on permet une exonération de taxes à un moment donné, on n'aurait pas pu utiliser cet argent pour dire on va rester avec des revenus cadastraux qui sont faibles. Mais en tous les cas, c'est une démarche qui est volontairement menée pour dire d'augmenter la fiscalité sur les Montoises et les Montois. Et là, manifestement, on a quand même un souci par rapport à un impôt qui, par nature, est injuste. Et du côté de ma formation politique, il y a une remise en cause assez significative de cet impôt, parce que, vous l'avez exprimé vous-même, c'est un impôt sur un revenu, mais un revenu qui, dans la majorité des cas, est un revenu hypothétique, puisque quand vous vivez dans votre logement d'habitation, il ne génère pas de revenus, puisque vous vivez dedans, vous ne pouvez pas le louer. Et donc, vouloir, par ce biais, augmenter la charge fiscale, il y a quand même quelque chose qui pose problème. Mais ça pose un débat qu'on a du mal à avoir, puisque à chaque fois vous nous renvoyez des chiffres, les chiffres actuels, mais ça pose un débat sur l'ensemble des dépenses de la ville de Mons aujourd'hui, que ce soit des dépenses d'achat donc à l'extraordinaire, que ce soit des dépenses à l'ordinaire pour toute une série de services publics pour lesquels, bien sûr, on trouve que c'est très bien d'investir dans les services publics. Quand on engage plus de policiers, par exemple, c'est très bien. Mais à un moment donné, il y a quand même une réalité budgétaire. Et la réalité budgétaire semble ne pas préoccuper le collège actuel. Et donc, à terme, toutes les dépenses actuelles, les gens peuvent applaudir en disant c'est bien de faire un feu d'artifice, c'est bien d'avoir quelques policiers de plus là-bas, c'est bien de donner des aides au commerce, mais que personne ne se leurre. La facture arrivera à un moment donné et la facture se traduira par des impôts. Et donc je pense qu'il faut à ce titre mener une politique qui est plus raisonnable afin d'éviter de devoir augmenter l'impôt de manière détournée. Mais quand on revoit les revenus cadastraux, encore une fois, on augmente l'impôt qui pèse sur les contribuables. Alors peut-être pas l'intégralité de ces contribuables, mais en tout cas une partie significative d'entre eux compte tenu du travail qui est mené en ce moment. Merci. Je rappelle que la première année de la mandature de ce collège est clôturée par un boni de 4 millions. Madame Leschvin des Finances, vous souhaitez réagir également. Monsieur le bourgmestre, puisque vous voulez rappeler tous les éléments techniques, je rappelle que la dernière année de la législature précédente a consisté à transférer la charge de la dette sur les 6 à 8 prochaines années. Et donc alléger annuel. Oui, mais c'est la réalité. Et donc alléger la charge de la dette. Donc votre boni en plus a été généré également par des bonis d'activité d'années précédentes, puisqu'on a refait les comptes, par exemple, en matière de zone de police, ce qui vous a permis de récupérer des moyens pour ne pas devoir investir dans les nouvelles dépenses que vous faites. Et donc, vous avez un boni qui est purement virtuel pour le moment. Mais par contre, quand on se projette à l'horizon 2024, la situation budgétaire est beaucoup plus inquiétante. Le boni n'est pas virtuel, Monsieur Boucher. On a même eu le luxe de pouvoir nettoyer les comptes, c'est-à-dire de prendre en considération des montants qui étaient inscrits en recettes dans les comptes mais qui n'arriveront jamais parce que ce sont des recettes qui sont prescrites.
On l'a fait à hauteur de plusieurs millions d'euros pour les premières années des années 2000. De 2000 à 2003, de mémoire, le Chine des finances précisera le cas échéant. Donc on termine de manière très sérieuse avec un boni de 4 millions malgré tout cela. Je pense que c'est un gage de sérieux de notre part. Et Leschwin va compléter mon propos. Madame Leschwin. Alors, premier élément, cette révision, normalement, ces interpellations auraient déjà dû avoir lieu en février. Donc, on ne s'est pas réveillé après le Covid en se disant on va aller chercher, enfin, on va tenter d'aller chercher des sous dans la poche des citoyens comme vous laissez le croire, puisque c'est normal déjà depuis février. Et j'en veux pour preuve que M. Jacquemin et Mme Junta avaient déjà posé ces interpellations qui ont été maintes et maintes fois reportées suite évidemment au Covid et à un tas de conseils communaux tardifs. Donc, première chose. Donc, ce n'est pas suite à des caprices du collège, et en tout cas, je ne considère pas le fait d'aider les citoyens et les commerçants de caprice, puisque ça n'a rien à voir. Première chose. Ensuite, le revenu cadastral n'est pas du ressort de la ville, il n'est pas fixé par la ville, et autre chose, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, cela concerne 10% de logements. Et donc, ce système de révision est en cours, 10% de logements, et encore une fois, je le rappelle, nous nous basons sur une recommandation d'une circulaire de la ministre Debu, comme d'autres communes l'ont fait. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut parfois repréciser un peu aussi les propos. Merci. Alors l'interpellation suivante est celle de M. Tondreau. Elle porte sur un projet au Grand Pré. M. Tondreau. Que je crains toujours de votre part que vous me limitiez l'autre intervention en fonction des minutes que ça pourrait prendre. Voilà. Vous pouvez de toute manière nous la transmettre par écrit, c'est pas un souci. Hein. Non, mais... Bien, si vous souhaitez commencer par la 5, on commence par la 5, donc c'est sur la concertation avec les associations. C'est ça, exactement. Merci, Monsieur le Bourgmestre. Voilà. Monsieur le Bourgmestre, notre dernier conseil de juillet avait approuvé majorité contre opposition la possibilité de vendre une partie de l'espace public de la place de Boutel à la société anonyme Nova Mons en vue de la réalisation d'un vaste complexe immobilier fortement contesté par la population et diverses associations montoises représentatives. Suite à ce vote, qui a provoqué des positions assez fortes de part et d'autre, le collège, à travers votre discours qui a suivi et les déclarations dans la presse de vous-même et de votre échevin concerné, ont fait savoir que dans le courant de septembre, des contacts existeraient entre la majorité et l'opposition en vue de trouver des positions communes sur certains points face au projet du promoteur. Étaient cités dans ces déclarations spécialement la révision des hauteurs des bâtiments, l'intégration dans le patrimoine bâtimentois, le choix des destinations et des matériaux, les espaces verts, le résultat sur l'environnement, etc. Dès lors, à ce jour, quelles sont les interactions prévues par le collège à ce sujet et celles que vous envisagez à l'avenir? Ne serait-il pas nécessaire d'envisager des réunions entre les divers interlocuteurs de partis avant de rencontrer les promoteurs et qu'ils puissent ainsi se coordonner? Parallèlement et tout récemment, l'association collective Cœur Urbain, composée de 6 associations très représentatives de la société civile montoise, qui est à l'initiative de la pétition contre le projet Nova Mons, qui a eu un succès certain et de plus super compétente en la matière d'après les personnalités qui la composent, a écrit à tout notre conseil, vous avez reçu tous une lettre de leur part, pour annoncer le recours qu'elle a déposé auprès du gouvernement wallon contre votre décision du 16 juillet dernier, tout en laissant une porte ouverte au débat et à une concertation éventuelle sur ce projet. Pourquoi dès lors ne pas associer celle-ci, comme elle le demande, aux rencontres envisagées par le collège entre majorité et opposition et provoquer ainsi une véritable concertation entre le monde politique que nous sommes et la société civile bien représentée par cette association? Cela permettra dès lors, dans les rencontres que vous imaginez avec le promoteur du projet Nova, d'avoir ainsi des positions claires et précises, nous permettant de développer un projet consensuel, ce que le collège lui apportait peut-être pas jusqu'à présent, vu le fait que, personnellement, je trouve qu'il n'a pas de politique de développement immobilier patrimonial dans l'intramuros et qui laissait qui laissait donc à ce moment-là le champ libre aux promoteurs.
C'est déjà le souhait que j'avais émis dans mon interpellation au Conseil communal de juin dernier, en demandant une initiative du bourgmestre pour concerter tous les acteurs concernés, majorité, opposition, plus société civile et promoteurs, en vue de trouver, comme demandé par tous, un projet architectural harmonieux et intégré dans le centre-ville ancien à la satisfaction de chacun. Enfin, parallèlement, suite à un nouveau projet aussi dévastateur que celui précité, qui sera présenté demain 16 septembre à l'enquête publique et défendu par le groupe immobilier de la Banque Belfius, nous pourrions envisager la même procédure de concertation. Voilà, Monsieur le Bourgmestre, des projets positifs de solutions qui vous sont proposés. Elles pourraient permettre de continuer la réussite du développement immobilier de notre ville, intra comme extramuros. Ces procédures permettraient ainsi des concertations régulières entre le monde politique et la société civile concernée. Elles permettraient aussi d'éviter d'autres face-à-face sur d'autres projets. Exemple, Géothermia, où nous savons déjà qu'il y a des recours en préparation, et ainsi de réussir collectivement le développement immobilier de notre ville et la protection de son patrimoine immobilier urbain reconnu. Merci beaucoup, Monsieur le Bourgmestre. Monsieur Léchevin, de l'urbanisme. Merci, Monsieur le Bourgmestre. Merci, Monsieur le conseiller, pour votre interpellation. Suite au vote du point relatif à la modification des voiries au droit de la place de Bouteulles, nous avons proposé, comme annoncé, vous le rappeliez d'ailleurs, une réunion des chefs de groupe, laquelle est prévue ce vendredi 18 septembre prochain. Cette réunion, elle n'est pas imposée par le Code du développement territorial et pas obligatoire. Ce que je veux vous dire par là, c'est que nous organisons celle-ci précisément dans le souci du meilleur dialogue possible entre les différents partis composant le Conseil communal, puisque, pour rappel, et c'est notre cas à tous ici, les différents représentants de ces partis sont élus par la population, qu'ils représentent dès lors au travers de leur voix. Le Code prévoit des mécanismes de participation pour les personnes issues de la société civile, que j'ai à maintes reprises pu évoquer ici au sein de cette Assemblée, parmi lesquels l'enquête publique. Dans le cadre de ce dossier, une enquête publique particulièrement longue, évidemment compte tenu aussi de la condition sanitaire actuelle, s'est tenue du 2 mars 2020 au 25 mai 2020. Les réclamations ont été réceptionnées. Force est donc de constater que le mécanisme d'enquête a atteint son objectif et que la participation à ce titre a été garantie, puisqu'elle a permis aux quelques associations auxquelles vous faites ici allusion de faire entendre leur voix. Par ailleurs, et plus particulièrement dans le cadre de ce dossier, 2 réunions d'information informelles, quant à elles, ont été organisées, l'une à l'initiative du demandeur, l'autre à l'initiative de l'association locale, réunion à laquelle les porteurs de projets étaient présents. De nombreuses autres réunions, je vais en citer quelques-unes, auxquelles par ailleurs ont pu prendre part des citoyens, ont également eu lieu dans un cadre, lui, plus formel. Je pense notamment à la CCATM, la Commission communale d'aménagement du territoire et de la mobilité, au siège des citoyens, ainsi qu'une réunion de concertation à laquelle j'ai moi-même pu prendre part aussi, réunion qui, elle, est prévue dans le cadre du décret voirie, qui s'est tenue en présence de différents riverains et des porteurs de projets. Nous assurions le secrétariat de cette réunion. Je tiens d'ailleurs à vous préciser que les différents riverains dont vous faites ici écho de la voix, je leur ai donné l'occasion tout au long de la soirée de pouvoir développer leurs arguments, leurs questions, leurs propositions, puisque les porteurs de projets étaient face à eux, donc d'instaurer le dialogue que vous prônez. On a essayé de le faire, d'ailleurs ça se passait ici, pendant de nombreuses heures. Malheureusement, les riverains se sont cantonnés à lire, et c'est leur droit le plus strict, par ailleurs bien sûr, une feuille de revendication. Ils ont donc malheureusement pas participé au débat que je souhaitais instaurer entre le promoteur et les différents riverains représentants des quelques associations dont on fait écho ici. Alors, comme je vous l'ai dit, bien évidemment, c'est leur droit le plus strict. Ce que je tenais à simplement vous rappeler, c'est qu'il y a une procédure tout à fait précise qui est développée au niveau de la participation, que ces mécanismes sont notamment définis dans le cadre de la législation wallonne et qu'il est important, à notre sens, de vous rappeler que toute personne physique, qu'elle soit privée ou morale, a légitimement un droit à un traitement égalitaire lorsque celle-ci est soumise à une procédure administrative. Il ne paraît donc pas opportun de multiplier le nombre d'intervenants à la réunion du 18 septembre prochain, laquelle consiste en une réunion de présentation entre chefs de file, auquel je présume votre chef de file fera d'ailleurs partie. Merci beaucoup, monsieur le conseiller, pour la réplique. Alors, parce que c'est à vous que j'ai adressé donc cette interpellation, ça c'est le premier point, bon bref, mais ce que je crois c'est que M. Léchevin répond en fonction du passé, il ne parle pas de l'avenir. Moi j'aurais voulu qu'il parle de l'avenir, c'est ça que je développe, j'essaie d'imaginer ce qu'on pourrait faire, vu qu'il y a quand même une certaine bonne volonté qui apparaît dans votre chef, M. le bourgmestre, à travers l'ensemble des groupes d'opposition sur ce dossier, c'est la première partie de mon interpellation. Mais en même temps, parallèlement, il y a
une volonté de la part de l'ensemble de toutes ces associations que je considère qui pourraient représenter la société civile et en même temps qui sont extrêmement compétentes, ça vous le savez très bien en fonction des personnalités qui en font partie. Je trouverais que ces personnes pourraient être consultées maintenant, parce qu'auparavant ce que vous avez fait, c'est simplement respecter la procédure telle que la législation le propose. Ici, nous n'en sommes plus là. Ça, c'est du passé. Ça, c'était l'enquête publique qui était faite en son temps, etc. C'est pas ça que je veux dire. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour la ville, avec l'ensemble de tous les représentants des partis politiques, d'essayer de voir avec cette association extrêmement représentative, qui sont compétents, qui pourraient d'ailleurs nous apporter énormément d'éléments pour pouvoir faire en sorte d'avoir une position commune devant les promoteurs. Les promoteurs, je crois, qu'ils aient rencontrés en son temps, ils n'attendent que ça. Ils attendent d'une certaine façon que l'ensemble de tout ce qui est, j'allais dire, politique et tout ce qui est en même temps société civile, les rencontre pour essayer de trouver quelque chose de commun. Sinon, nous allons continuer à avoir des conflits, nous allons continuer à avoir des recours, c'est déjà parti. Donc c'est ça, d'une certaine façon, qu'il faut essayer d'éviter. C'est ça, c'est pas mon rôle spécialement à moi je ne suis qu'un élu conseiller, d'essayer de trouver des solutions. Et c'est ça que je voulais tenter en vous lançant cette possibilité d'imaginer quelque chose. Mais je regrette beaucoup qu'on me rappelle simplement ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est pas ce qui a été fait jusqu'à présent qui est important, c'est ce qu'on peut encore faire dans l'avenir. Merci. Vous avez toujours la parole, Monsieur Tondreau, pour votre interpellation sur le projet Athénor. Je ne peux pas avoir une réponse sur ma réplique, non? L'échevin était très complet dans sa réponse. Il vous a rappelé toutes les étapes qui ont été suivies. C'est à vous que je m'adressais, M. Bourmestre. Je souscris à ce qu'a dit l'échevin. On a fait plus que ce que demandait la réglementation en matière de concertation. On a encore une concertation ce vendredi avec l'ensemble des groupes politiques représentés ici même. Est-ce que vous ne pourriez pas imaginer que ce que je propose soit mis à l'ordre du jour de cette réunion? Non, on va avancer. Monsieur, votre chef de groupe a expliqué tout à l'heure que nous étions ici, et que c'était un peu old school de le dire, représentants de toute la population et qu'on avait un rôle à jouer. Eh bien, on va faire jouer ce rôle pleinement à l'ensemble des groupes politiques vendredi. Alors, l'interpellation suivante porte sur le projet Athénor. Vous avez la parole. Je dois m'adresser ici puisque c'est vous. Au collège, et c'est M. Léchevin qui vous répondra. Monsieur le bourgmestre, j'aurais préféré encore une fois que ce soit vous qui répondiez. Monsieur le bourgmestre, à côté de son projet de construction des bureaux plus ou moins de 10 000 m² au Grand Pré, la société Athénor a déposé récemment un projet conséquent de construction d'appartements dont la première phrase propose, pour une surface d'1,8 hectare, 111 logements, 26 parkings couverts et 86 à l'extérieur. Le bâti hors parking représentant 23% de la surface totale. Le 12 décembre, j'étais intervenu longuement au conseil communal pour 12 décembre 2017, pardon. J'étais intervenu longuement au conseil communal pour m'opposer à un premier projet de la dite société au même endroit, notamment quant à la hauteur du bâti et la non-construction de parking fermé couvert, et vous m'avez suivi quelques mois plus tard pour refuser ce projet. Malheureusement, aujourd'hui, la société Athénor, à travers un nouveau projet, dans sa première partie, propose encore près de 4/5 de parking extérieur, ce qui fait craindre que nous débouchions sur approximativement 400 parkings extérieurs lorsque la totalité de son projet sera terminée. En ajoutant les parkings des Grands Prés et du loto Mons-Expo, extrêmement important, l'ensemble de quartier risque de devenir un immense parking en plus, après très peu de végétation et d'arborisation, et avec de l'habitat groupé sur des petits espaces. Encore une fois, la ville paraît sans politique à cet égard et ne fait que suivre les programmes des promoteurs. Dès lors, pouvez-vous demander de corriger ce projet en augmentant les parkings couverts et diminuer ceux à l'extérieur, cela semblablement comme le projet en cours existant de l'autre côté de la Haine, et demander une augmentation conséquente de plantation pour le projet de la société Athénor, qui par ailleurs vous connaissez car vous aviez prévu de l'accueillir à l'hôtel de ville en mois de mars dernier. J'espère que vous tiendrez compte de ces remarques. Merci beaucoup, Monsieur le bourgmestre. Monsieur Léchevin. Merci, Monsieur le bourgmestre. Merci, Monsieur le conseiller, pour votre interpellation. Une demande de permis a effectivement été déposée par la SA Athénor en vue de la construction de 111 logements sur une parcelle de terrain à front de la rue de la Sucrerie. Cette demande prévoit la création de 28 emplacements de stationnement au sous-sol, le sol étant aménagé en parking aérien. Cette demande de permis s'inscrit dans le cadre de développement entamé déjà par cette société sur la zone des Grands Prés et qui a fait l'objet d'une annonce de projet.
Le projet a également été soumis à la CCATM qui a remis un avis favorable sur ce projet en date du 18 août 2020 dernier. Cette demande de permis est toujours pendante et sera prochainement analysée par les services de l'administration. Le collège sera... Enfin, peut-être que les services de la population, je regarde mon collègue Achille, ont une analyse à livrer en plus. Elle sera bien sûr la bienvenue. Le collège sera ensuite invité à remettre un avis sur la demande de permis. Ce qui veut dire à ce jour que le collège ne s'est pas encore positionné sur le projet. Ce que je peux néanmoins vous dire, c'est que nous pouvons vous assurer que nous serons particulièrement attentifs à la question du stationnement et à sa gestion, et au fait notamment que les aménagements proposés en la matière remplissent les objectifs visés par le sol 34 de la zone de parc habité, à savoir, je cite, l'implantation de logements dans un environnement vert. Ainsi, le collège estime, vu l'emplacement stratégique du terrain, que sa visibilité et son statut de porte d'entrée du quartier des Grands Prés sont indispensables en vue d'organiser un stationnement de la manière la plus judicieuse qu'il soit. Je vous rappelle d'ailleurs que la précédente demande de permis à laquelle vous faites référence avait été refusée par le collège, ce qui vous démontre ici l'attention toute particulière que nous portons à l'analyse dans le cadre de ce dossier. Il en sera à nouveau de même pour cette présente demande. Merci. Merci beaucoup. La réplique? Et je vois que, comme la première fois déjà, vous aviez refusé le permis dans lequel on voulait faire à peu près la totalité des parkings à l'extérieur. Je vous en avais fait la remarque en conseil communal en 2017. Je sais très bien que vous avez suivi, je ne sais pas si c'est rien que le fait que j'ai pris la parole, mais je voudrais donc qu'aujourd'hui, de nouveau, dans le sens que je viens de développer, l'avis que vous allez donner va tenir compte de toutes les remarques que je fais aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors l'interpellation suivante est celle de M. Beny. Elle porte sur le domaine des Pinlieux. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Bourgmestre. Chers collègues, le conseil d'administration de Toi et moi a avalisé le projet de transformation du domaine des Pinlieux présenté par l'entreprise Thomas & Piron. Alors, il est clair que depuis longtemps, les logements sociaux du domaine des Pinlieux doivent être rénovés et mis aux normes, ça ne fait aucun doute. En 2013, d'ailleurs, le projet de transformation du domaine des Pinlieux proposé par Toi et moi fut retenu par la région wallonne qui devait octroyer une subvention de 5 millions d'euros. Déjà à l'époque, il n'était pas question d'une augmentation du parc locatif public, mais à tout le moins de la rénovation complète des 472 logements sociaux qu'il compose ou leur reconstruction là où il était impossible de rénover les bâtiments. Cette reconstruction concernait alors 192 logements et le reste du parc devait lui être rénové. Aujourd'hui, le projet du promoteur Thomas & Piron a été avalisé. Entre-temps, un article dans la presse faisant état d'un problème de sécurité incendie dénoncé par des experts concernant 93 bâtiments construits par Thomas & Piron à l'île aux Oiseaux, en lieu et place des Tours des Mésanges, dont on se souvient tous du drame avec cette mort qui s'est déroulée à cause justement d'un problème d'incendie. Alors Toi et moi a réagi en demandant à l'entreprise Thomas & Piron de prendre rapidement en charge la rénovation, mais le promoteur a dit que pour lui tout est conforme et ça c'est évidemment inacceptable. Pour revenir au domaine des Pinlieux, on se rend compte que le prix du terrain pour la construction de ces logements privés lui a été bradé. On parle ici de 3,5 hectares qui seraient achetés 150 000 euros, soit 4,35 euros le mètre carré, alors qu'une estimation normale du prix du terrain est de 65 euros le mètre carré. Alors le promoteur prévoit donc la construction d'une majorité de logements privés et seulement 116 logements publics ou d'utilité publique, mais ça vous allez peut-être le préciser, qui pourront de surcroît, ces logements publics, être achetés par les locataires à un moment donné et donc de facto qui disparaîtraient du parc locatif public. Quant à une éventuelle rénovation des logements sociaux plus anciens existants, il s'agirait d'une phase 2 qui ne débuterait pas avant 2026. Alors cette politique de suppression des logements sociaux, accentuée par la disparition de 190 logements à la Cité du Coq à Jemappes, a des effets très négatifs sur les Montois ayant des bas revenus, et ces Montois devront pour beaucoup trouver des logements privés avec un loyer plus élevé. Quand on sait qu'en Wallonie, à ce jour, pratiquement 40 000 demandes sont en attente et la moyenne de logements créés sur 10 ans est de 114 logements par an, à ce rythme, il faudrait attendre 346 ans pour satisfaire les demandes en attente. Monsieur le bourgmestre, voici mes questions. Comptez-vous d'abord vous opposer à ce projet au domaine des Pinlieux afin de privilégier un projet, je dirais, plus social avec un nombre de logements sociaux nettement supérieur? Et enfin, que comptez-vous mettre en place pour garantir le droit au logement
pour les plus précarisés. Le droit au logement, je vous rappelle, c'est l'article 23 de la Constitution. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. Alors, à votre première question de savoir si on compte s'opposer au projet, je voudrais simplement vous indiquer qu'à ce jour, la ville n'a pas encore été saisie d'une demande de permis. Et donc, il m'est impossible de vous répondre à cette question puisque nous n'avons pas encore reçu de dossier. Pour répondre à vos autres questions, j'ai demandé à la direction de Toi et moi de me faire part d'éléments d'information puisque ceci relève du conseil d'administration de la société. Pour ce qui concerne le projet des Pinlieux, qui est un projet qui a été porté et soutenu par la ville il y a quelques années déjà, et j'étais en charge de la compétence, notre volonté est de faire évoluer fortement le quartier. On a un diagnostic de quartier qui a été posé. Ce diagnostic fait état de toute une série de difficultés, et parmi ces difficultés, d'un problème de manque de diversité, de mixité sociale. Et donc la volonté qui est celle exprimée par la société, soutenue en ce sens par le collège, est de pouvoir faire évoluer ce quartier avec une plus grande mixité. Et donc ça se traduira concrètement par un programme de construction de logements publics et de logements privés. En total, 453 logements sont programmés sur 2 phases, dont 153 logements publics, rien que pour ce quartier, en plus des logements sociaux, des logements publics qui resteront évidemment à disposition. Aujourd'hui, nous avons 4000 logements publics sur le territoire de la ville de Mons, ce qui représente près de environ 9% du parc de logements global. Si toutes les communes faisaient le même effort que Mons, je pense que les choses iraient nettement mieux. Comme vous l'avez indiqué, la file d'attente serait moins importante que ce qu'elle n'est aujourd'hui en Wallonie. Malheureusement, certaines communes ont fait le choix de refuser purement et simplement la construction de logements publics. Pour ce qui nous concerne, nous allons avancer. Le souhait d'accélérer le tempo parce que ces dernières années, les constructions n'ont pas été suffisamment soutenues. Or, c'est un facteur important d'intégration sociale des plus démunis dans notre tissu urbain et dans notre ville. Et donc, nous allons procéder à différents projets, à la fois par le biais de la société Toi et moi et à la fois par le biais de notre agence immobilière sociale, qui est particulièrement dynamique et qui vient d'ailleurs de boucler un projet important sur l'ancien site de l'I7 à Couem. Et donc notre ambition est de pouvoir accélérer ce rythme de construction de nouveaux logements publics durant le reste de la mandature. Mais pour revenir à votre question précise sur le sujet des Pinlieux et sur la réponse qu'apportera le collège par rapport à ce projet, nous attendons d'être saisis de la demande de permis par la société Toi et moi. Voilà, monsieur le conseiller. Merci, monsieur le bourgmestre, pour votre réponse. De facto, on va passer, en tout cas pour le domaine des Pinlieux, de 472 logements publics à 150 maintenant. Donc il y a quand même une diminution assez importante de logements publics, avec les conséquences que sera pour les Montois. J'avais aussi soulevé le problème du prix du terrain qui avait été vendu à Thomas et Piron. Donc on est quand même à un peu plus de 4,35 € le mètre carré au lieu d'un prix classique de 65 € le mètre carré. Je trouve que c'est quand même assez interpellant. Il y a encore un élément, c'est par rapport à ce qui s'est passé finalement avec les plus de 90 logements à la cité à l'allée des oiseaux, à l'allée des oiseaux, où là il y a eu quand même un problème avec Thomas et Piron, en tout cas un problème entre Toi et moi et Thomas et Piron, où il y a manifestement un risque accru d'incendie, et justement à cet endroit-là, c'est quand même assez interpellant, et j'imagine qu'il doit y avoir à tout le moins un déficit de confiance avec cette entreprise quant à la qualité des futurs logements qui seront proposés. Alors, je vous ai aussi posé la question de savoir s'il s'agissait de logements publics ou de logements d'utilité publique. Là, je crois que c'est quand même une nuance qui est importante, parce que en ce qui concerne le logement public, les pouvoirs publics ont la main sur le bâti. En ce qui concerne par contre les logements privés d'utilité publique, notamment gérés par des agences immobilières sociales, là les pouvoirs publics n'ont pas du tout la main. C'est-à-dire que si à un moment donné, après le bail, le privé décide de vendre les bâtiments, ou s'il décide d'augmenter les loyers, l'agence immobilière sociale n'aura pas d'autre choix que de se plier à la décision du privé. Tandis que quand il y a du vrai logement public détenu par les services publics, là vous avez vraiment la maîtrise du bâti, et c'est une sécurité supplémentaire pour les locataires. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. Je n'ai pas les mêmes chiffres que vous en termes de logement public.
Donc je pense qu'il faudra revenir vers la société parce que les données que j'ai en termes de logement public sur le quartier sont supérieures aux vôtres. Voilà. Donc voilà, c'est ce que vous avez lu dans la presse, mais je pense que vous avez un administrateur au sein du conseil d'administration. Figurez-vous qu'il était viré, notre administrateur, oui, parce qu'on s'est rendu compte un peu tard qu'il était trop âgé. Ah bon? Ah oui, tout à fait. Donc c'est marrant. Donc après un an et demi, on nous dit, ben voilà, finalement, votre candidat il est trop âgé. On s'en est seulement rendu compte maintenant. J'imagine que vous pouvez le remplacer. Ah non, certainement pas moi. Non, pas vous, mais votre groupe politique peut désigner quelqu'un d'autre. Tout à fait. Mais donc, au moment où on se parle, on a malheureusement plus personne, mais donc on va trouver un nouveau candidat. D'accord, ok. Monsieur Joss. Je voulais juste apporter je vais attendre que le débat soit terminé. Oui. Ok. Voilà. Je vais juste apporter quelques précisions. Je partage le sentiment, évidemment, de John Bunny concernant le nombre de logements publics sur le territoire. Je crois que la situation est extrêmement difficile. J'ai l'impression tout de même, sans vouloir jouer les troubillons au niveau de votre interpellation, que vous êtes aussi député wallon et que effectivement la commune fait ce qu'elle peut, en tout cas de ce que j'en sais et de ce que j'en vois au niveau des logements. Elle répond du mieux avec son agence immobilière sociale. La société de logement EMI, je dirais, surtout répond à une politique de région wallonne. Et avec une politique de territoire, de logement public transversal. Moi, j'ai une autre vision du logement public, entre guillemets. Je pense que là, on parle de logement social. Donc, je crois qu'il faut remettre les mots là où ils sont. Donc, j'ai l'impression que votre interpellation est de nature, finalement, à avoir une interpellation sur ce qu'on donne aux communes ou ce qu'on donne aux sociétés de logement social pour pouvoir faire front à cette demande de logement d'attente. Alors, sur la question d'une relative diminution du parc immobilier parce que les personnes ou les locataires deviendraient propriétaires, je veux dire, mais moi j'encourage à ce que les locataires qui bénéficient d'un logement public dit social deviennent propriétaires. Je pense que c'est un beau rempart contre la pauvreté. Et donc quand c'est une diminution qui est faite par le fait que les locataires deviennent propriétaires, c'est plutôt une réussite qu'un échec. Ça, c'est à souligner aussi. Et d'autre part, sur la politique du logement de manière générale, je dirais que la société fait son possible pour essayer d'avoir un boni. C'est pas évident. Les constructions la déconstruction de la tour du Coq, des deux tours, de la cité du Coq de manière générale, c'est une obligation en termes de salubrité, en termes de sécurité. Vous avez rappelé tantôt le passé, donc je pense qu'il faut ne pas répéter l'histoire. Nous sommes, je vais peut-être justifier ça de manière historique, nous bénéficions, nous héritons en tant que, je dirais, nouvelle génération politique, si on peut l'appeler comme ça, de décisions qui ont été prises dans le passé avec parfois des quartiers complets dont la durabilité des matériaux est complètement obsolète. Et donc nous devons aujourd'hui, surtout dans les 10 années, les 20 années qui arrivent, c'est surtout ne pas répéter les erreurs du passé. Je pense que le partenariat Thomas-Piron dont vous soulignez, je pense qu'il y a des exigences de qualité aujourd'hui qui sont faites grâce au partenariat public-privé. C'est grâce à ce genre de choses-ci qu'on joue une carte de mixité plus importante sur le territoire, alors que les locataires deviennent propriétaires d'un logement de bonne qualité. Je pense que c'est vraiment l'objectif à atteindre en termes de lutte contre la pauvreté. Et le jour où on n'a plus besoin de logement social, je pense qu'on a réussi. Mais voilà, je crois qu'il faut mesurer les propos et la capacité d'une commune à pouvoir répondre au logement. Tout ça dépend évidemment des autres niveaux de pouvoir et évidemment aussi de l'Europe, parce que quand on regarde les budgets qui ont été consacrés à la politique du logement de manière générale et qu'on voit une baisse de 47% sur le budget global de l'Europe concernant, je dirais de manière générale, l'investissement au niveau du droit au logement, on peut aussi se poser des questions. Donc ça c'est de manière globale, de manière précise concernant votre question au niveau de la sécurité de l'île aux oiseaux. Vous avez raison de le souligner, c'est Thomas-Piron qui est la même société avec qui nous avons développé un partenariat. Ce partenariat, peut-être j'ai un problème avec ce mot, a été démarré en fin 2017, ce qui, évidemment, sur la découverte de 93 logements, j'ai décidé, parce que parfois je prends des décisions au conseil d'administration de toi et moi, ça m'arrive et on m'entend, de séparer les deux questions, tout simplement parce qu'il y a un travail très important de négociation de partenariat public-privé qui a été entamé depuis 2 ans
Et il y a la découverte de ces 93 logements qui portent effectivement, et c'est de manière fortuite que ça a été découvert, puisqu'il s'agissait au départ d'un problème de pont thermique, et en ouvrant une toiture, on a découvert qu'il y avait un risque de propagation des fumées. Si je me trompe, qu'un administrateur puisse me récupérer sur mes propos, parce que c'est un dossier difficile, et que de là, donc nous avons pris directement notre disposition, nous avons fait appel à des experts aussi, au niveau de toi et moi, et nous avons aussi fait intervenir la commune par l'intervention immédiate des pompiers sur ces logements, et nous avons constaté donc on a quand même une bonne nouvelle, que ces logements, les locataires ne sont pas en danger dans leurs logements, parce qu'il y a toute une série d'autres paramètres de sécurité qui sont respectés, comme les systèmes d'alarme, comme les évacuations de fumée, etc., qui permettent aux locataires de sortir dans un temps raisonnable, etc. Donc tout ça est validé de ce côté-là. Alors voilà, le dossier est en cours, je ne vais pas en parler en séance publique parce qu'il y a des éléments qui doivent faire aussi office et qui doivent sauvegarder, je dirais, l'intérêt de la société et des propriétaires qui ont été touchés par ce défaut qui s'est présenté et qui a été découvert de manière fortuite. Et donc, pour cela, je veux dire, faites-nous confiance, on sépare les deux dossiers, on considère qu'il ne faut pas mettre en péril le partenariat privé-public, parce que vous dites vous-même qu'il faut plus de logements sociaux, il y a 116 logements sociaux qui seront créés au domaine des Pinlieux, et donc il fallait absolument conserver ce partenariat pour conserver aussi cette production de nouveaux logements, et comme vous l'avez souligné, les listes d'attente sont extrêmement longues. Et puis il y a le litige, et donc là, nous prenons nos responsabilités avec tout le risque réputationnel que Thomas et Piron engendre sur ce coup de malversation, malfabrication. Voilà. Je vous remercie. Alors, oui, de malfaçon. Monsieur Benny. Merci, Monsieur le bourgmestre. Je ne serai pas très long, je vous rassure. Merci à Monsieur Joos pour toutes ces explications. Bon, ça ne répond pas encore à la question du prix du terrain. Voilà, c'est la troisième fois que je pose la question. On a quand même un terrain à 4,35 € le mètre carré. Ça, Monsieur Benny, ça relève vraiment du conseil d'administration, pas du conseil communal. Alors, concernant les interventions de Monsieur Joos, par rapport à la région wallonne, soyez certains que au niveau de la région wallonne, au niveau du PTB, on intervient très souvent par rapport à la création de logements publics. D'ailleurs, vous pouvez demander à Monsieur Dermagne, il attrape des cheveux gris à cause de nous à ce niveau-là. Il y a un déficit, il y a clairement les finances des communes sont limitées, ça on en est bien conscient. Et il y avait une volonté apparemment dans la DPR, donc la déclaration de politique régionale, de rénover et de créer du logement public. On fera le bilan en 2024, mais malheureusement, pour le moment, c'est en train de partir du mauvais côté. Alors vous dites, oui, il y aura bien 116 logements publics, mais je vous le rappelle, au lieu de 472 avant. Donc il y a quand même une diminution du nombre de logements publics. Voilà. Et alors, dernier élément, je ne partage pas votre avis, Monsieur Joos, quand vous dites que le but, c'est que finalement, le locataire achète son bien, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Non, pour nous, ce n'est pas la meilleure chose qui puisse arriver, parce que quand vous achetez un bien, vous privez des gens qui sont sur la liste d'attente de pouvoir avoir accès à ce logement. Je vous remercie. Sauf si la société réinvestit les moyens dont elle bénéficie. On dépend de la société, donc. Bien. Je propose, oui, vraiment de manière synthétique. Non, juste un mot sur la dernière phrase qui peut me faire que réagir. Je trouve que ce soit complètement dingue, c'est complètement dingue de dire que quand quelqu'un peut acheter son logement social, c'est pas quelque chose de bien. Parce qu'être propriétaire de son propre logement, c'est ce qui permet d'éviter la grande pauvreté, ou en tout cas de diminuer le risque de grande pauvreté au moment de la pension. Aujourd'hui, c'est établi. Vous avez 60% de chances en plus de tomber dans la grande pauvreté si vous n'êtes pas propriétaire de votre logement au moment de la pension. Et donc, vouloir considérer que c'est mieux de rester dans un logement social toute sa vie plutôt que d'en devenir propriétaire, ça, je trouve que c'est une conception qui en dit beaucoup sur votre approche de la société. Vous préférez laisser les gens dans la misère que de leur permettre de pouvoir s'émanciper.
c'est vraiment une conception, oui, vous pouvez rire, mais moi ça me fait pas rire du tout parce que c'est vraiment une drôle de conception que vous avez de Alors la d'abord, société je ne ris pas, et monsieur de Boucher. l'individu, parce que objectivement, il vaudrait peut-être mieux que toute une série de logements sociaux qui se sont dégradés à travers les années, parce qu'en fait on va tout le temps les construire grâce à des subsides, mais après, ben oui, le budget ordinaire de la société, lui, ne change pas, et donc on n'arrive pas à les entretenir, et ils se dégradent beaucoup plus que s'ils appartenaient à des propriétaires privés. Si ces logements régulièrement pouvaient sortir du parc de la société de logement social parce que des gens qui étaient des locataires en deviennent des propriétaires et qu'on puisse avoir un roulement plus fréquent de logement social, ça c'est une vraie politique sociale parce qu'elle émancipe les individus et elle leur permet de quitter leur situation de départ. Donc vraiment votre conception me confirme à quel point le PTB n'est pas un parti qui est positif pour aider les classes populaires à se développer. En ce qui nous concerne, nous sommes favorables à l'accession à la propriété pour autant que les moyens qui en découlent au niveau de la société de logement soient réinvestis dans de nouveaux logements publics. Si je puis me permettre, Oui, Monsieur le Monsieur Bourgmestre, Denis. parce qu'on était clairement attaqué, mais quand même rappeler à Monsieur Boucher la définition du logement social type, c'est qu'on paye un loyer en fonction de ses revenus, Monsieur Boucher. C'est quand même ça l'objectif principal. Donc à partir du moment où vous achetez un logement social, évidemment que l'idéal c'est de pouvoir acquérir un logement, mais il y a plein de logements qui sont disponibles à la vente. Mais le logement social est une bouée de sauvetage pour les gens qui ont des difficultés financières et ça leur permet de pouvoir survivre quand ils ont de très bas revenus parce que justement le loyer correspond aux revenus. Si vous ne vous rendez pas compte de ça, c'est bien dommage. Et c'est dommage aussi toutes les caricatures. Bien. Alors, dernière intervention de Monsieur Joe. Oui, juste pour répondre tout de même, on n'est pas en train de vendre du logement public à des personnes qui ont des hauts revenus. On vend du logement public à des gens qui ont déjà un bas revenu, même quand c'est des travailleurs. Vous oubliez là les travailleurs pauvres et c'est assez étonnant. Alors, dernière interpellation, celle de Monsieur Kévy sur la fracture numérique. Merci beaucoup, Monsieur le Bourgmestre. Le succès de l'Elo Belgian Rijpass n'est plus à démontrer. Cette mesure de soutien du secteur touristique belge qui vise à offrir à chaque résident belge inscrit au registre de population ou au registre des étrangers de plus de 12 ans, 2 trajets gratuits par mois pendant 6 mois, d'octobre 2020 à mars 2021. Ce dispositif a recueilli en une semaine, donc au 8 septembre quand je l'ai envoyé, plus d'1,5 million de commandes. Il y a lieu de s'en féliciter. Malheureusement, ce pass ne pourra profiter à tous car son obtention n'est rendue possible que par l'utilisation de l'informatique et du réseau Internet, le pass n'étant pas accessible au guichet de gare, du moins là où il en subsiste. Ce mardi 8 septembre, donc concordance d'agenda et d'actualité, le mardi 8 septembre marquait la journée internationale de l'alphabétisation. Autour de cette journée, l'ASBL Lire et Écrire lançait une campagne de sensibilisation intitulée cette année « Les oubliés du numérique ». Excusez-moi. Par cette campagne, Lire et Écrire dénonce les exclusions que vivent les personnes en difficulté de lecture et d'écriture à l'ère du tout numérique. Un choix qui s'inscrit dans sa volonté d'informer et de faire prendre conscience au grand public et aux responsables politiques qu'en période de pandémie ou de post-pandémie, 1/10 de la population ne peut continuer d'être mise à l'écart, notamment en matière d'accès et d'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mon interpellation vise à se faire rejoindre ces deux campagnes. Dans le cadre des règles d'obtention du Hello Belgian Pass et en soutien à cette campagne de sensibilisation, la ville de Mons ne peut-elle être actrice proactive vu l'agenda, vu que le Hello Belgian Rijpass ne peut être commandé que jusqu'au 30 septembre. J'insiste sur la proactivité sur le sujet afin de permettre au plus grand nombre de profiter de cette formidable opportunité. Je pense bien évidemment à nos différents services d'accueil du public, accueil et permanence du CPS, maison de quartier, guichet population, état civil, Bouisseret et des différentes sections. Par une démarche proactive, tout agent en contact avec le public proposerait aux citoyens, s'il est intéressé, de l'accompagner dans cette démarche, aisée pour certains, inaccessible pour d'autres. Je vous remercie pour l'intérêt que vous porterez à cette interpellation. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le conseiller. La parole est à Madame la première échine, Catherine Oudard. Merci, Monsieur le conseiller. Pour répondre à votre interrogation, sachez qu'il existe au sein des espaces gérés par nos bibliothèques communales des espaces publics numériques, plus communément appelés EPN, qui sont des structures ouvertes à tous et équipées de matériel informatique et de connexion Internet.
Les gestionnaires de nos EPN accompagnent déjà les citoyens dans leurs démarches administratives, que ce soit pour les déclarations d'impôts ou les formulaires de tout type. Leur seule condition étant donné le contexte sanitaire actuel est la réservation, bien entendu, au préalable. Au sein de la ville de Mons, ce sont des dispositifs qui existent déjà depuis 2005 et dont l'objectif prioritaire est justement de lutter contre la fracture numérique et de renforcer l'accessibilité de tous aux outils de la société de l'information. Il existe 2 sites sur notre territoire, un qui se trouve à Mons, dans l'îlot de la Grand-Place, et un autre qui se trouve à Jemappes, au sein de la bibliothèque, donc sur la Grand-Place également de Jemappes. À l'espace Biblioplus à Mons, anciennement appelé la médiathèque, vous pourrez aussi rencontrer une écrivaine publique qui vient 2 fois par semaine sur rendez-vous le mercredi et le vendredi de 10 à 12 afin d'accompagner et aider les citoyens demandeurs à remplir tout type de documents officiels et à faciliter leur démarche administrative. Il faut bien sûr réserver aussi, comme je le disais juste avant, vu le contexte actuel. De plus, depuis ce 10 septembre, l'équipe de prévention de l'espace Synapse, l'équipe d'Assuétude, située à la rue des Saudards, numéro 2 à Mons, aide les personnes demandeuses pour remplir leur inscription pour le Hello Belgium Rail Pass. Permettez-moi aussi d'ajouter qu'il y a un numéro de téléphone pour les personnes qui auraient des difficultés à remplir le document et donc il est possible de contacter l'assistance téléphonique de la SNCB au 02 315 15 02 315 15 du lundi au dimanche de 7 à 21h30 et ce pour plus de facilité pour les demandeurs. Je reste à votre disposition. Merci Madame Leschwin. Monsieur le conseiller pour la réplique. Donc, merci de faire le point sur les initiatives, qui sont les services qui sont déjà mis en place depuis de longues années. Je n'ai pas vraiment entendu si justement la démarche de proactivité allait être réalisée. Enfin, j'ai entendu bien pour l'espace Synapse, mais justement dans ces espaces informatiques, est-ce que la démarche justement de proactivité va être réalisée face au public, vu que ils peuvent aller pour des démarches administratives, mais donc il n'y a pas vraiment de réponse au fait. Est-ce que le personnel va être proactif sur la démarche Hellopass? Oui, puisqu'ils font déjà pour toute une série de dossiers en la matière et donc il n'y a aucune raison qu'ils ne le fassent pas pour celui-là. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'il y a une écrivaine publique qui est là également pour aider à remplir des fichiers informatiques quand les gens n'ont pas la possibilité de le faire ou les personnes de l'EPN peuvent le faire également si ce n'est pas l'écrivaine publique qui ne vient que 2 matinées par semaine. L'espace public numérique est ouvert plusieurs jours sur la semaine, mais il faut bien entendu réserver son moment ou en tout cas aller dire qu'on va arriver à telle heure pour éviter qu'il y ait trop de personnes en même temps vu le contexte sanitaire. Je vous remercie. Merci à vous. Ceci clôture la séance.